Voilà. Donc du coup, le but des interviews diète que je lance à partir de maintenant, à raison d'une fois par mois, c'est de vous faire découvrir les différentes facettes du métier de diététicien nutritionniste. Parce qu'en général, vous vous lancez dans la formation en ayant une idée précise de ce que vous voulez faire et vous n'avez pas forcément l'idée de tout ce qu'on peut faire en tant que diététicien nutritionniste. Et votre projet pro peut évoluer au fil de votre découverte et de votre formation. Donc le but, c'est de faire intervenir des diététiciens nutritionnistes, chacun dans une activité spécifique. Et donc, le premier qui a répondu à l'appel, et j'en suis ravie, c'est Luc. Voilà. Alors, Luc, bon, moi, je le tutoie, voilà, parce que je le connais bien. Mais du coup, ne soyez pas choqués. Mais voilà, bah, Luc, je vais te laisser te présenter pour commencer. Yes, ça marche. Bon, ben, apparemment, bonjour à toutes. Apparemment, il y a l'air d'avoir que des filles aujourd'hui. C'est possible. C'est ça? Ouais, je crois. Bon, ben, bonjour. Alors, pour la petite présentation rapide, ben, moi, c'est Luc. Alors, j'ai été élève de Lauriane sur quelle promo? C'est pour ça qu'on se connaît bien. C'était mon petit bébé à l'époque. Petit bébé. Oh, Promo c'était 2016, c'était 2016. Non, je dis une bêtise. C'était 17-18, enfin 17-18. 16-18. Ouais, voilà. Voilà. Donc, bah, diplômé depuis 2018. Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque à la base, je suis coach sportif. J'ai directement rebondi en fait après ma formation sur le BTS Diète. Tout simplement parce que je voulais vraiment associer les deux. Je voulais pas juste être le coach en salle. D'accord? Je voulais vraiment pouvoir proposer aux gens l'accompagnement tant sur le sport que sur l'alimentation pour avoir vraiment englobé l'ensemble de l'hygiène de vie. Donc, quand j'ai été diplômé, je savais ce que je voulais faire. J'avais un projet bien précis, assez particulier. Et je savais aussi très bien ce que je voulais pas faire. C'est-à-dire que je voulais surtout pas me retrouver dans une salle de sport. Et du côté diète, je ne voulais pas me retrouver dans une clinique, dans un hôpital ou faire comment ça se dit quand on est tout seul déjà? Du libéral. Du libéral, merci le mot. Voilà, donc ça, c'était vraiment des choses pour moi que je ne pouvais pas concevoir. J'avais mon projet en tête. Mon projet, c'était de pouvoir accompagner des personnes, que ce soit des débutants, des personnes sédentaires qui veulent se reprendre en main, ou même des athlètes confirmés. Donc, j'ai fait les deux formations. En fait, j'ai directement voulu me lancer, d'une certaine façon, ce n'est pas du libéral, mais je me suis lancé en fait à faire du suivi à distance, donc avec les personnes sportives ou non, en proposant des plans alimentaires, des plans d'entraînement, le tout adapté. Ok. Donc au début, forcément, on n'a pas trop de clientèle ou autre, même de réseau. Donc au début, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de partir de rien, j'ai décidé de directement en fait, travailler quelque temps dans une structure où ben, je vendais des compléments alimentaires. J'étais dans le milieu du complément. Et je me suis fait ma clientèle en fait sur le tas, puisque les personnes qui venaient à la boutique ben, commençaient à me connaître, vous voyez mon point de vue, vous voyez mes connaissances, et c'est comme ça que je me suis fait ma petite clientèle. Et au bout de 2 ans de travail dans la boîte, ben, j'ai décidé de quitter, de me mettre entièrement à mon compte. Et là, aujourd'hui, je ne fais plus que enfin quasiment plus que du suivi à distance. C'est-à-dire, je travaille depuis chez moi. Les gens me contactent, mes clients me contactent pour avoir des suivis, que ce soit sur la diète, sur l'entraînement. Et voilà, le tout à distance. Donc voilà comment moi j'ai dérivé personnellement la profession de diététicien et de coach, D'accord. Donc, dans ta les grandes lignes. formation, est-ce que tu peux préciser la formation que tu as fait en sport? Parce que souvent, les diététiciens nutritionnistes qui s'intéressent au sport veulent aussi faire une formation au sport. Donc, Mhm. il y a plusieurs possibilités. Et du coup, Ouais, toi, tu as fait laquelle? j'ai fait moi le DUST métier de la forme. D'accord. C'est une formation universitaire. Alors la différence avec le BPGEPS qui est assez connu, qui est plus coté, c'est que le BPGEPS, lui, il forme plus spécifiquement, on va dire, sur la préparation physique, sur les cours collectifs, sur la musculation, alors que moi, ma formation, elle est plus dirigée sur l'ensemble, on va dire, des compétences du coach, mais aussi sur l'aspect manager gestion d'entreprise. Donc plus pour gérer une salle, par exemple, à l'avenir. D'accord. C'est un de tes projets de gérer une salle à l'avenir? Non, non, pas pour le moment, surtout pas avec le contexte actuel. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. D'accord. Donc, le Dust, il y avait de la nutrition dans le Dust ou pas du tout? Ouais, il y avait un petit format, il y avait quelques initiations, c'était peut-être, allez, on va dire 10 heures à tout péter. Il y avait 10 heures de formation en nutrition, mais vraiment, on s'appuie vraiment sur le b.a.-ba de la nutrition, on va dire. Et on ne va pas chercher dans le détail, c'est vraiment pour donner quelques connaissances au coach pour qu'il puisse répondre, par exemple, à quelques interrogations que peuvent avoir les pratiquants quand ils viennent fréquenter les salles. Voilà, parce que le coach, on lui pose toujours à un moment ou à un autre la question de la diète, donc il faut quand même qu'il sache un petit peu quoi répondre. Donc le but, c'est pas d'en faire des spécialistes, parce qu'en 10 heures, c'est pas ça, mais c'est surtout, en fait, de ne pas dire de bêtises.
surtout. D'accord. Et pourquoi toi, tu as eu envie de faire le BTS plus qu'un DU en nutrition, par exemple, sachant que le BTS, il fait plein de choses que du coup, toi, tu n'utilises pas, genre la restauration collective, la patho, etc. Mm. Ben, en fait, si je dois aller un peu plus loin dans la description de projet, oui, il n'y a pas tout qui est utilisé du coup avec le métier de coach associé. Mais moi, je voulais aller plus loin en fait dans mon projet. Je voulais vraiment me spécialiser dans tout ce qui était transformation physique, mais également physiologie interne. Et donc, ben, pour ça, ben, j'avais besoin d'acquérir tout ce qui était connaissances en physiopatho, etc., du moins les bases. Donc, c'était D'accord. surtout Et pour tu ça. savais à l'avance que tu verrais tout ça dans le BTS parce que généralement, on ne le sait pas. Et quand on arrive au BTS et qu'on ouvre la bioche et la physio, on Mm. pleure au début. Non, ça va. Non, ça va. Non, parce que ça, c'est de base quelque chose que j'adore. Donc, bon, honnêtement, les cours de bio, dès les premières semaines, je crois que c'est les premiers trucs que j'ai ouverts en fait. D'accord. Voilà, donc non, il n'y a pas de souci pour ça. Parce qu'en fait, oui, la particularité, c'est que j'ai aussi, je me suis également formé, donc ça, c'est plus de mon côté où j'ai fait des formations, on va dire, un petit peu plus tout ce qui est séminaire. Même, je me suis mis en relation avec pas mal de professionnels, etc. Mais je me suis vraiment spécialisé dans ce monde de la physiologie, en fait. Et aujourd'hui, mon concept, c'est que je peux proposer des suivis, adapter des plans alimentaires en fonction de certains bilans sanguins, par exemple. Donc vraiment, je me suis spécialisé dans ça, que ce soit pour les individus lambda ou les sportifs, par exemple, que ce soit pour optimiser leur physiologie, leur permettre d'avoir une meilleure récupération, booster leur performance, limiter le risque de blessure, etc. C'est super varié, hein. Ouais. Et du coup, j'en profite pour dire, je ne sais pas si vous savez chacune, mais les coachs sportifs, souvent, ils font du conseil alimentaire, mais ils ne sont pas habilités à donner Ouais. des rations et à faire des entretiens individuels. Ça, c'est la responsabilité du diététicien nutritionniste. Et c'est pourquoi certains coachs sportifs décident de passer le BTS, même s'il y a beaucoup de hors-sujets par rapport notamment à la restoco et à la patho, comme je disais avant. Mais voilà, il faut vraiment savoir que c'est quelque chose qui n'est pas dans leurs compétences parce que la profession de diététicien nutritionniste, elle est réglementée et elle est réservée soit au BTS diététique, soit au DUT génie biologique option diététique. Et malheureusement, il y a des gens qui s'improvisent un peu et qui nous piquent un peu notre boulot. Vous le verrez par expérience, mais c'est vrai qu'on trouve pas mal de gens qui font un peu de conseils alors que c'est vraiment interdit. Voilà, bon, ça c'est pour la partie qui est un peu moins rigolote. Mm. Ok, alors du coup, Luc, sur la carte de visite, tu es spécialisé en transformation physique et sportive. C'est quoi la Mm. différence entre la transformation physique et la transformation sportive? On va dire plus S'il y en a une, il y en a peut-être pas. plus préparation sportive que transformation sportive. Mais dans la transformation physique, ça peut s'adresser à n'importe quel individu. Donc, ça peut être par exemple quelqu'un qui veut perdre du poids, voilà, il a accumulé pas mal de kilos sur les années. Il a simplement aujourd'hui envie de passer le cap de perdre. Ben, ça va être séché. Ça peut être pour une personne qui est mince, chétive, voilà, prendre du muscle également. Donc, ça peut être vraiment, c'est ça le domaine de la transformation physique. Et ça peut également être, donc ça c'était pour les individus lambda, mais ça peut également être tout ce qui va être un peu plus sportif. Donc, par exemple, tout ce qui est bodybuilding. Donc, ça, c'est vraiment ce dans quoi je me suis spécialisé moi. C'est ma pratique sportive de base. Mais aujourd'hui, j'accompagne même des athlètes jusqu'à la compétition. Donc, on a vraiment deux schémas possibles. On a vraiment les individus lambda qui font ça pour eux, voilà, pour leur bien-être personnel. Et Comme on nous, a à par côté, exemple, on pourrait voilà, suivre un programme avec toi. ouais, tout à fait, par exemple, c'est ça. Donc forcément, le programme est plus adapté. Et à côté, ben, voilà, il y a l'aspect vraiment plus sportif, où là, on va aller chercher la compétition en parlant de physique, visuel. D'accord. Voilà. Et à côté de ça, bon, ben, il y a aussi tout ce qui est préparation physique pour les autres disciplines sportives. Ça peut être le rugby, ça peut être le judo, ça peut être la boxe. Voilà, je donnais quelques exemples de cas que j'ai pu avoir. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que lorsqu'on s'amuse à aller chercher dans le détail comment on change un physique, comment on transforme un physique, surtout la partie physiologie, biochimie, etc., on se rend compte que ce sont des éléments qui vont être très intéressants à reporter au domaine de la performance. Donc, on passe vraiment de quelque chose qui est purement visuel, esthétique, à pouvoir justement amener les éléments qui permettent d'avoir la transformation. On peut les retranscrire sur des programmes, par exemple, pour des athlètes juste qui veulent augmenter leur performance, devenir plus endurants, devenir plus forts, etc., etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, on ne dirait pas, mais tout est lié sur ça. D'accord. Et ce que tu appelles physiologie interne, Mhm. c'est en lien avec tout ça, mais comment tu le définis? Tu travailles des fois que sur la physiologie interne? Ouais, clairement, oui. Alors, en concret, c'est quoi? Parce que du coup, moi, ça me parle pas trop. Concrètement, c'est mieux que je vous donne directement un exemple. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui n'hésitent pas à me contacter, à me donner leur bilan sanguin et à me dire qu'est-ce qui ne va pas.
Donc, ce ne sont pas des simples bilans sanguins avec cholestérol, glycémie, etc. On va chercher beaucoup plus loin. Généralement, je peux demander le statut vitaminique complet. Donc, c'est-à-dire, on va regarder toutes les vitamines, vitamine A, vitamine C, vitamine D, vitamine E, etc. Tout le panel. Pareil pour les minéraux, zinc, magnésium, etc. Également, tout ce qui va être partie hormonale, on peut faire également. Et à partir de ça, ben, moi, je vais pouvoir déterminer si la personne est carencée en tel ou tel minéraux, telle ou telle vitamine, et ça peut justement expliquer certaines défaillances, on va dire, qui peuvent se manifester chez la personne. Donc, exemple type, ce que je vous ai envoyé l'autre jour, Lauriane, là, la personne, le message, c'est en fait une personne qui n'arrivait pas à perdre du poids depuis des années, et ce, malgré voilà, le fait qu'elle ait mis en place différents plans alimentaires, différents régimes, plus l'entraînement sportif à côté. Donc, à un moment donné, quand il y a une personne qui, avec une diète un peu déficitaire, qui s'entraîne à côté, n'arrive pas à perdre du poids, il y a un problème quelque part. Donc là, en fait, tout simplement, ce qui se passe, ben, c'est qu'on on regarde ce bilan sanguin et on s'aperçoit qu'il manque telle ou telle vitamine qui vont jouer, par exemple, sur la thyroïde, telle ou telle carence qui fait que ben, le cortisol, il est trop sécrété, etc. Donc, en fait, on vient juste rééquilibrer ça avec la supplémentation ou les bons aliments au bon moment. Et on arrive, en fait, à faire repartir un métabolisme comme ça. Donc, ça, ce n'est pas forcément des connaissances qu'on va acquérir sur le BTS. Non, c'est ce Mais que j'allais dire. voilà, ouais, ça, c'est des connaissances vraiment que j'ai acquis, moi, personnellement, de mon expérience, des formations que j'ai pu faire, des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres professionnels de la santé. Donc, là, on parle par exemple de médecins, d'endocrinologues, etc. Mais voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la micronutrition, en C'est ce fait. qu'on appelle, exactement, c'est ce qu'on appelle la micronutrition. Ouais. C'est ça. C'est ça. Donc, C'est en fait, associé. pardon. Oui, non, non. La micronutrition, pour information, il y a pas mal de spécialisations en post-BTS pour aller creuser là-dedans et c'est très souvent associé à la nutrition du sportif. Pas que, Ouais. hein, il y a aussi la micronutrition du sujet âgé ou la micronutrition en général, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de diètes qui décident de se spécialiser là-dedans parce qu'en effet, au BTS, on va pas vraiment très loin dans tout ce qui est interaction entre les vitamines, les minéraux, etc. etc. Et c'est très souvent associé à la pratique sportive. Mais ça doit être compliqué, ça, non? C'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a énormément en fait, de choses à prendre en considération. Il y a énormément de choses si on doit regarder dans l'ensemble, par exemple, si on parle de la thyroïde, puisque c'est un petit peu la boîte de vitesse de l'organisme, si on regarde la thyroïde, on se rend compte qu'en fait, il suffit qu'il y ait une petite carence en vitamine D pour que la thyroïde cesse de fonctionner comme il faut. D'accord. Voilà. Donc, Et ouais, est-ce qu'il y a des résultats tout le temps? quasiment Je ne tout le remets temps. pas en doute tes Non, compétences, non, mais ça mais doit être hyper challenging à chaque fois d'avoir quelqu'un qui n'y ouais, arrive pas et de solutionner un problème alors que ça fait 3 ans qu'il essaie de perdre du poids. ouais, des fois, c'est plus compliqué à gérer sur l'aspect psychologique au niveau de la personne, mais pour l'instant, ouais, j'ai toujours eu des résultats. Même si c'est pas des résultats flagrants, parce que forcément, quand on a une personne qui a accumulé des kilos, par exemple, sur plusieurs années, on ne peut pas lui faire tomber 10 kilos en un mois, ça, c'est pas possible. Ah bah, c'est pas... Mais il y a toujours un déblocage qui se fait. Il y a toujours une évolution. Donc ça, c'est vraiment cool, par contre. C'est Voilà, hyper on va. encourageant, c'est Ouais, bien ça. ouais, c'est vraiment. Après, voilà, c'est du travail de précision. Il faut aussi comprendre que ce genre de pratique, ce genre de mise en place, ça a quand même un prix. Les bilans sanguins comme ça, c'est pas donné. C'est pas des choses qui sont pas forcément remboursées. Et à côté, au niveau supplémentation, ben, c'est quand même également un investissement. Après, moi, je le formule de la façon suivante, c'est que c'est quand même un investissement sur sa propre santé, son propre bien-être. Donc, sur ce constat-là, c'est difficile de trouver des excuses, quoi. Ou la personne n'est pas vraiment motivée, c'est un caprice. Mais généralement, les personnes qui me contactent pour ça, qui font la démarche d'aller jusqu'à là, c'est des personnes qui aujourd'hui en ont ras-le-bol, qui comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que la médecine, on va dire classique, ou la nutrition classique ne suffit pas pour régler le problème, et donc elles n'ont pas peur d'investir sur elles-mêmes par rapport à ça. Mhm. Mais Ça, pour c'est l'instant, intéressant ouais. aussi. Encore pour une info générale, j'en profite pour vous donner plein d'infos sur le métier. C'est que les consultations de diététiciens nutritionnistes ne sont pas remboursées par la Sécu, alors que les consultations faites par un médecin nutritionniste sont remboursées par la Sécu. Et concernant le diététicien nutritionniste, il y a certaines mutuelles qui remboursent les consultations. Soit elles donnent un forfait à l'année et on l'utilise ou on ne l'utilise pas, soit elles remboursent par exemple 20 euros par consultation, quel que soit le prix de la consultation. Voilà, il y a plein de possibilités avec les mutuelles. Ça se développe, mais en tout cas, les diététiciens nutritionnistes se battent encore et toujours
pour faire connaître, améliorer leurs droits et essayer qu'on soit une profession remboursée. Et il y a souvent des patients qui ne reviennent pas parce qu'ils disent que c'est trop cher. Et il y a souvent des patients qui ne font pas cette démarche-là de venir voir un diététicien nutritionniste parce que justement, ils estiment que ça a un coût. Ce qui est tout à fait vrai, ça a un coût. Après, comme dit Luc, avoir la priorité de la santé, etc. Mais c'est vrai que quand on a un public qui ne connaît pas trop, il va plutôt avoir tendance à aller voir un médecin nutritionniste qui lui est remboursé qu'un diététicien nutritionniste parce qu'il ne fait pas forcément la différence. On a chacun des compétences qui sont différentes et spécifiques. Et voilà, c'est quelque chose qui arrive souvent et c'est intéressant de le savoir et puis de développer son argumentaire à savoir pourquoi on va aller voir un diète et pas un médecin, par exemple. Mais dans certains cas, c'est très bien d'aller voir un médecin. Attention, hein, je ne suis pas du tout en train de juger ou quoi que ce soit. D'accord. Et du coup, alors, il y a Léa qui demande comment ça se passe pour demander à la personne de faire des bilans complets. Vous prenez contact avec le médecin traitant pour qu'il les prescrive ou la personne le fait d'elle-même directement dans un labo? Très bonne question, ça. Mm. Je passe directement par la personne, on va dire. Je passe jamais vraiment par les médecins parce qu'on va dire que il y a un peu quelques étincelles généralement. Mais généralement, je demande directement à la personne, je communique à la personne ce que je veux qu'elle fasse vérifier. Donc, je lui communique une liste détaillée avec les déclinaisons exactes. Et tout simplement, elle va chez son médecin qui lui prescrit. Voilà, normalement. Alors, dans 80% des cas, il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours aujourd'hui une petite majorité de médecins voilà, qui pensent que ce qu'on fait, c'est du bullshit, clairement. Donc voilà, ils donnent que la moitié de la prescription ou ils donnent ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça que moi, pour faire quand même quelque chose de pro et d'être quand même entendu par les médecins, j'ai directement en fait, ça m'a pris 5 minutes, mais je fais un format, je fais tout simplement une petite lettre, voilà, en présentant mon statut, je mets mon numéro de tiré pour également prouver que c'est pas du fake. Je demande en fait tout simplement par une formule de politesse au médecin s'il veut bien me faire cette analyse pour faire contrôler quelques valeurs de santé, juste. Voilà, que ce n'est pas dans l'optique de soigner, c'est juste régler quelques carences, quelques déséquilibres au niveau vitamines et minéraux. Et généralement, ça passe mieux comme ça. Voilà. Ouais, sachant que en général, les labos, ils sont très, très, très réfractaires à faire des analyses sans prescription médicale. Donc, c'est Mm. important d'avoir un accord écrit et une prescription d'un médecin parce que les laboratoires, ils engagent leurs responsabilités en fait. Et donc, pour vous faire des analyses à votre demande, ça va être, en général, ils font signer des décharges, etc. Parce que si vous tombez dans les pommes ou que vous vous blessez en sortant, ça peut retomber. Comme aujourd'hui, on fait beaucoup de procès, même quand c'est pas forcément justifié, mais ça peut retomber sur le labo parce qu'il a fait des analyses alors que personne n'avait rien prescrit. Donc c'est vrai que les labos, ils sont assez réticents. Je ne sais pas si tu en as rencontré, Luc, mais qui avait refusé de faire des analyses à un patient qui venait de lui-même en disant, moi, je voudrais vérifier ça, 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 ça. Ils vont vous dire, ben non, mais ça ne se passe pas comme ça. Hein. Non, j'en ai pas On trop n'a eu pour jamais le eu. moment. Non, Si après, tu as moi, toujours ça m'est fait lettre de arrivé. médecin. Ouais, non, non. Après, moi, personnellement, une fois, j'ai dû y aller. Enfin, j'ai voulu y aller pour regarder. Pour moi, personnellement, je n'avais pas fait d'ordonnance, je n'avais pas d'ordonnance médicale. Bon, j'ai tout payé de ma poche, par contre, mais c'est la seule chose qu'ils m'ont dit. C'est le deuxième truc que j'allais dire. Ouais. Ouais, Et voilà. ils ont accepté sans rechigner. Là, cette fois-là, ouais, ils ont rien dit. Voilà. Donc, c'est pour ça que je passe quand même par les médecins pour obtenir ce genre de prescription. Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même le demander. On va dire, faut caresser dans le sens du poil, quoi. Mhm. D'accord. Et du coup, tu fais tout ça à distance uniquement ou c'est Ouais, juste à cause du Covid que tu es à non, distance? tout le temps, depuis mon canapé. Mais, mais alors du coup, si tu fais des entraînements sportifs avec, comment tu fais un entraînement sportif à distance? Ils n'ont pas forcément les machines ou ils ont pas. Est-ce que tu les regardes faire du sport ou tu donnes un programme et ils se débrouillent ou comment ça se Alors, passe? j'ai la chance de pouvoir en fait moi travailler avec mon associé qui en fait depuis quelques années a mis en place son site tout simplement. Et sur le site, on a un espace interactif pour chacun des clients. Donc, chaque client peut se connecter sur son profil perso, auquel seul moi et lui ont accès. Et il a son programme alimentaire avec les liens qui redirigent par exemple sur les compléments. Et au niveau du programme d'entraînement, il a tout son programme qui est marqué. Mais il a également toutes les vidéos, par exemple. Donc, vidéos, temps de récupération, explication des exercices, des techniques, etc. Donc, il peut en fait tout simplement faire son programme en toute autonomie, que ce soit chez lui ou à la salle. Après, s'il a besoin, par contre, que je le corrige, bon, il peut très bien m'envoyer des vidéos et là, je peux le corriger. Mais je fais très, très peu d'entraînement en salle directement en face-to-face avec mes clients. C'est plus généralement avec les athlètes à l'approche d'une compétition où là, on venait sur du travail technique. Mais sinon, c'est que du travail à distance que je fais. Et il n'y a pas de risque de blessure, par exemple, si justement tu peux pas les surveiller en direct ou de mauvaise posture ou trucs comme ça? Non, pas forcément, parce que là,
on va dire que ça sort un petit peu de ma responsabilité dans le sens où moi, je me suis engagé sur leur donner des informations. Je ne me suis pas engagé à être là derrière eux. De plus, généralement, dans 95% des cas, ce sont des entraînements en salle, donc ils sont encadrés par d'autres coachs. Donc, Ah il y a oui, des d'accord. coachs sur le plateau, donc ça, c'est plus ma responsabilité, on va dire. D'accord. Ah oui, toi, tu C'est ma fournis et après, ils responsabilité. sont quand même coachés. Voilà. C'est ma responsabilité de ne pas dire de conneries sur le programme, mais par contre, au niveau de l'entraînement, c'est la responsabilité de la salle, du client, tout simplement, et des autres coachs d'assurer sa sécurité. D'accord. Alors, il y a Voilà. Marie qui demande quel type de partenaire tu as, marque de nutrition, salle de fitness, équipe semi-pro, pro, sport co, autre spécialité. Mhm. Alors, moi, les seuls partenaires que j'ai, ce sont des partenaires nutrition, donc des marques avec lesquelles je travaille. Donc, je suis resté en partenariat avec la société avec qui je travaillais de base sur Toulouse, qui ont une boutique sur Toulouse et qui livrent aussi sur toute la France. Donc là, on va dire que c'est plus pour tout ce qui va être supplémentation sportive, donc protéines, acides aminés, etc. Et ensuite, pour tout ce qui est, on va dire, de l'aspect purement santé, je travaille avec d'autres labos, comme par exemple CopMed, je ne sais pas, peut-être que ça peut parler à certains, CopMed ou d'autres marques comme Nutrilogix, avec lesquelles ben là, on va chercher par exemple des produits vraiment spécifiques sur l'aspect santé, comme des vitamines, des minéraux, des complexes spécifiques pour certaines fonctions organiques, des choses comme ça. Voilà. D'accord. On va dire que contrairement à ce qui se fait dans le monde du complément alimentaire, ce sont vraiment des marques qui sont plus axées pharmaceutiques, avec une certaine qualité dessus. D'accord. Voilà. Et dans tous tes programmes, tu Ouais, estimerais à combien la part sport et la part nutrition? c'est 50-50. C'est 50. 50, c'est 50-50 pour le moment, parce que pour la plupart du temps, toutes les personnes qui me suivent, que j'accompagne sur la nutrition, je les accompagne aussi sur la partie entraînement. D'accord. Et pour eux, les deux sont aussi importants? Oui, oui, D'accord. clairement. Alors, Autant pour, par exemple, moi, je veux perdre du poids, je t'appelle, tu me fais un programme, il y aura 50% de réussite due à l'alimentation et 50% au sport. Et autant pour le bodybuilder, par exemple? c'est pas forcément une histoire de pourcentage, mais c'est surtout une histoire de synergie. Donc, tout dépend après de votre niveau et de ce que vous voulez atteindre. Si aujourd'hui vous pesez, je dis une bêtise, 90 kilos, que vous voulez, attention, hein. Si vous pesez 90 kilos, que vous voulez perdre du poids, bon, dans un premier temps, peut-être qu'on va surtout se centrer sur l'alimentation. Ça fera déjà pas mal de résultats. Après, voilà, vous êtes aujourd'hui quelqu'un d'assez, physiquement, vous êtes assez tonique, vous voulez aujourd'hui créer un petit peu de masse musculaire. Ben voilà, le simple fait de faire de la nutrition et de marcher un petit peu, ça ne va pas suffire. Il faudra par contre associer un peu plus le sport, faire du renforcement, aller en salle, avoir un vrai programme. Donc ça, vraiment, on adapte au cas par cas. Une personne en surpoids ou obèse, qui n'a pas du tout l'habitude de fréquenter les salles de sport, dans un premier temps, je vais peut-être pas l'obliger à aller en salle, même si ce serait peut-être optimal pour son confort à elle, mais ça va peut-être passer par des exercices assez simples, simplement faire de l'activité physique, comme de la marche ou autre. D'accord. Donc vraiment, on est sur adapter Mhm. chaque programme, que ce soit l'aspect nutrition ou l'aspect entraînement, à la personne qu'on a en face. Idem pour la nutrition. Quelqu'un qui prépare une compétition, là, par exemple, les athlètes que je préparais dernièrement, ils ont une diète millimétrée au gramme près, à l'heure près. Alors qu'une personne lambda, je ne vais peut-être pas lui donner ça. Je vais peut-être lui donner des groupes d'aliments avec des repères, on va dire des repères de quantité comme cuillère, bol, demi-assiette, des choses comme ça, pour vraiment que ça puisse rester adapté, que ça ne soit pas frustrant, que ce soit quelque chose d'atteignable pour elle et de tenable sur le long terme. Ouais, les objectifs ne sont pas les mêmes. Ouais. C'est ça, D'accord. c'est Alors, ça. on a des questions. Marie nous demande, question toute simple et bête, mais du coup, on entend toujours, il faut faire du cardio et encore du cardio pour perdre du poids. Mais en soi, même les personnes qui font de la musculation et un tout petit peu de cardio peuvent perdre du poids en même temps que se muscler, non? Exactement. Et c'est même le mieux en fait. Alors, si on doit faire d'un extrême à l'autre, une personne qui aujourd'hui ne fait pas de sport, le simple fait de se réactiver, d'aller faire de la marche ou autre, elle va brûler plus de calories, donc elle va perdre du poids, si à côté la diète tient. Par contre, aujourd'hui, ce qui va être vraiment très intéressant lorsque vous voulez perdre du poids, lorsque vous voulez sécher, ça va être vraiment d'associer la musculation à un travail cardio. Et des fois, même seule la musculation suffit dans un premier temps. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous renforcez votre corps, lorsque vous faites de la musculation, ben, vous allez tout simplement permettre à votre corps de créer de la masse musculaire. Et cette masse musculaire supplémentaire, elle consomme davantage de calories que le ferait l'organisme tout simple. Donc en fait, vous élevez votre métabolisme
et vous permettez à votre corps de brûler plus de calories. Voilà. Donc, si vous combinez ça avec un petit peu de travail cardio à côté, c'est magique. Et en plus, vous gardez un corps tonique, vous restez en forme parce que le simple fait de faire du cardio, ça va vous demander de faire beaucoup de cardio pour brûler autant de calories. Donc, au final, vous allez être épuisé, vous allez avoir un corps qui ne va pas être tonique au final, mais qui va plus avoir une allure de type qui fait des courses d'endurance, donc c'est-à-dire tout plat, sans forcément de tonicité, sans forcément de galbe ou autre. Donc, double intérêt. Déjà, c'est pour l'aspect santé, bien-être, mais en plus pour l'aspect esthétique. Et pour le résultat aussi rendu final au niveau de la perte de poids. Merci. Du coup, je pose ma question en direct, ça sera plus simple. Vous Ouais. avez raison, Marie. Il y a des personnes. Ah, je n'ai pas entendu le début. Ah, pardon, non. Il y a, par exemple, je prends un exemple concret, au moins ça parle. Ouais. Mais une personne qui, en 2 ans, a pris 15 kilos et maintenant fait 90 kilos, je dis n'importe quoi, hein. Mhm. Elle veut perdre juste 10 kilos et perdre sa graisse, en fait, mais tout en se musclant. Et Mhm. bien, il y en a plein qui vont dire, ah, mais il faut absolument faire pendant quelques mois que du cardio, et ensuite se mettre à la musculation. Mais au Mhm. final, c'est comme, du coup, je tutoie, je vous vois, n'importe, mais comme tu as dit, Luc, bah, si on fait de la musculation, forcément, il y aura des résultats, et encore mieux que si on fait que du cardio. Si on allie les deux, bien sûr que le résultat, il sera encore mieux, mais, euh, mais du coup, voilà, c'était pour savoir exactement. Ok. Alors, bon, parenthèse comme ça, si vous posez la question, vous pouvez tutoyer, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une autre question pour toi, Marie. Là, par exemple, tu te mets à la place de cette personne. Aujourd'hui, ce qui t'intéresse vraiment, est-ce que tu veux faire changer le poids sur la balance? Est-ce que tu veux faire changer le chiffre ou est-ce que tu veux changer le reflet qu'il y a dans le miroir? Le reflet. Voilà. Donc, en fait, il faut faire comprendre une chose à la personne, c'est que en faisant l'association musculation-cardio, elle va pouvoir changer son physique. Elle va pouvoir changer son esthétique. Par contre, il faut la prévenir sur ça. Le poids ne risque pas de beaucoup changer. Et c'est ça qui est très frustrant avec les personnes en fait qui associent, qui commencent par la musculation, c'est qu'au début, et en particulier pour les femmes, très généralement, elles prennent du poids au début. Au début de leur, même au début même en leur mettant un plan alimentaire adapté, même déficitaire en calories, etc., elles prennent du poids généralement au début. Et ça peut faire très peur à des femmes et c'est pour ça qu'elles arrêtent tout parce qu'elles voient la balance, le chiffre monter, mais elles ne regardent pas spécialement leur physique, alors que leur physique est en train de changer de façon positive. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ben, le poids, il va peut-être pas tant bouger que ça, il va peut-être un peu descendre ou se stabiliser en fonction du poids que tu vas perdre. Mais par contre, ton reflet dans le miroir va complètement changer. Voilà. Donc, le poids, c'est vraiment qu'un indicateur. Il faut vraiment regarder trois choses. Moi, je me réfère toujours à trois choses sur ça. C'est le poids, OK, pourquoi pas si on veut perdre du poids, vraiment perdre du poids. Le reflet dans le miroir et également au niveau de la sensation de fatigue, l'énergie globale sur la journée. Pourquoi ce troisième facteur? Ben parce que ça va tout simplement être le reflet de si le plan alimentaire et le plan d'entraînement sont cohérents. C'est-à-dire que si au bout de 4 semaines, tu as du poids à perdre, tu es épuisé de ton régime, tu es épuisé de tes entraînements, il y a quelque chose qui cloche et ça ne va pas le faire comme il faut pas sur les prochaines semaines. Donc, il faut vraiment il faut regarder en fait ces trois repères avant de faire n'importe quoi, avant juste de se concentrer sur le poids. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est ça en fait. C'est au final, on fait de la musculation, mais même si on prend enfin, au lieu de perdre 10 kilos, on va en perdre un tout petit peu, mais on va rester au même poids. Mais au final, la transformation, elle est ouf. C'est ça. Dans le miroir, la personne est transformée. Au final, enfin, il ne C'est faut pas ça. faire peur si au début, la personne, elle va faire Non, il faut la conforter sur ça. Il faut la conforter sur le fait qu'au début, elle risque de se stabiliser au niveau du poids, peut-être même d'en prendre. Euh, donc vraiment la rassurer par rapport à ça et lui expliquer surtout qu'il faut qu'elle se focalise sur son miroir. Alors sur les premiers jours, sur les premières semaines, c'est pas forcément le miroir qui va être très révélateur puisqu'on n'évolue pas en quelques semaines comme ça, mais plus sur son ressenti au quotidien. Ça va être la sensation dans les vêtements, le jean qui serre un peu moins, le t-shirt qui tire un petit peu moins au niveau des épaules, etc. Même le ressenti global sur l'énergie, la vitalité, le côté bien-être aussi, ça aussi on l'oublie beaucoup, mais ça compte énormément. Parce qu'au final, vous allez avoir des personnes qui vont venir vous voir, qui vont vous dire ouais, j'ai besoin de perdre 10 kilos parce que j'en ai pris 10. Et puis au final, elles vont en perdre que 5, mais elles vous diront bah, au final, je me sens bien dans ma peau. Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'en perdre plus. Voilà, quoi. Parce qu'elles auront retrouvé simplement un équilibre. Ouais, ça dépend vraiment si on veut faire une sèche, c'est-à-dire perdre toute la graisse, mais sans forcément se muscler, ou au contraire, si on veut avoir un. Enfin, ça dépend de chaque personne, quoi. C'est ça, exactement. Je fais un petit Bon, complément personnellement, du coup. Pardon, je t'ai Oui? coupé. Non, non. C'est bon, je fais un petit complément par rapport à cette histoire de poids parce que ça, c'est aussi quelque chose que vous allez vraiment vivre si vous êtes en libéral au quotidien. C'est-à-dire que les patients qui veulent perdre du poids font vraiment une fixette sur le poids. Et comme dit Luc, quand on fait les choses bien,
le poids, il diminue pas tant, voire il augmente, tout simplement parce que la masse musculaire pèse plus lourd que le gras. Donc, dès qu'on commence à faire du sport et à se muscler, quitte à perdre un peu de gras, mais on pèse plus lourd sur la balance. Et ça, c'est quelque chose que vous allez devoir expliquer à vos patients, parce que si 3 semaines après, le patient, il revient vous voir en suivi, qu'il a fait un peu de sport et tout, et qu'il vous dit non, mais ça va pas du tout avec votre régime, moi j'ai pris du poids, c'est une des raisons pour lesquelles des fois les patients ne reviennent pas. Il faudra vraiment leur expliquer ça. Vous avez fait du muscle, mais vous avez perdu du gras, donc sur la balance, oui, vous pesez plus. Pour montrer cet effet-là aux patients que vous allez suivre, il y a plusieurs techniques. Il y a les balances à impédance métrie qui ont des avantages et des inconvénients, mais ce sont des balances qui font passer un petit réseau électrique dans le corps, bref, et qui vous donnent les pourcentages masse grasse, masse musculaire. Entre autres, je le fais en version très courte. Hein. Et donc ça, c'est un très bon indicateur, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'on pèse plus lourd qu'avant, mais qu'en pourcentage, on est moins gras. Et un autre indicateur que certains diètes utilisaient, moi personnellement, j'aime pas trop l'impédance métrie, je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est purement personnel. Moi, j'utilisais tout simplement un mètre ruban, vous savez, les mètres de couturière pour mesurer. Et en prenant les mesures, les fesses, le ventre, la taille, etc., là, on voit vraiment qu'on a pris du poids, mais qu'on a perdu en centimètres. Et c'est quand même le but de perdre en centimètres, comme on disait, par rapport à l'esthétique. Et en plus, quand on perd en centimètres, c'est qu'on perd du gras, puisque le muscle est moins volumineux. Pour une personne lambda, hein, on n'est pas dans les cas extrêmes de bodybuilder et compagnie. Hein. Donc ça, ce sera quand vous serez professionnel, vous pourrez choisir les outils que vous allez utiliser, soit investir dans une balance qui donne tous les détails, soit simplement un mètre de couturier là. Et ça, c'est flagrant, quoi. S'il a pris 2 kilos mais qu'il a perdu 3 cm de tour de taille, il va être trop content. Hein. Enfin, il ou elle, peu importe. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. J'ai encore une question de Léa. Est-ce que tu fais des programmes que de fitness ou que de l'alimentation, ou c'est toujours une prise en charge globale, enfin complète avec les deux, alimentation et sport? Non, généralement, ça peut arriver des fois qu'on me demande qu'un programme alimentaire ou qu'un programme d'entraînement. Quelqu'un qui a, par exemple, qui aime sa façon de s'entraîner, qui veut juste être suivi sur la diète, ou inversement, quelqu'un qui veut juste un programme, qui n'a pas envie de se prendre la tête avec l'entraînement, avec la nutrition. Ça peut arriver, mais on va dire que allez, la moitié du temps, peut-être même 75% du temps, j'ai une conversion qui se fait sur un suivi complet. S'ils veulent vraiment avoir du résultat, ils ont peut-être Mhm. plutôt intérêt à prendre les deux pour que ce soit bien en cohérence, quoi. Qu'il y ait une corrélation, ouais. Ah oui. Qu'il y ait une cohérence, du moins, je veux dire, entre Ouais. les deux, ouais, clairement. C'est un peu obligatoire dans le sens où s'ils ont besoin d'une collation dans la fenêtre métabolique juste après l'exercice et qu'ils n'ont pas pris les conseils nutritionnels, ils vont rater cette fenêtre et c'est dommage. C'est ça, où la personne simplement qui veut un programme pour sécher, mais qui, côté alimentation, elle rentre de l'entraînement, elle casse le frigo à chaque fois. Bon, elle se rend vite compte qu'il va falloir qu'elle fasse un petit point sur la nutrition. Mhm. Voilà. Donc, il y a cette conversion qui se fait fréquemment. D'accord. Alors, en termes de public, tu as quoi comme public hommes, femmes, tous les âges, ou tu as un public cible, ou comment J'ai ça se aucun. passe? Alors, personnellement, je cible aucune personne. En fait, j'ai réussi à adapter aujourd'hui mes services pour que ça puisse s'adapter à tout le monde, toutes les catégories socio-professionnelles, que ce soit hommes ou femmes, ou même dans l'âge. Donc, globalement, j'ai des clients qui vont de. Allez, ça reste quand même sur la majorité. Enfin, ils ont quand même la majorité, je veux dire. Donc, ça va de 18. La personne la plus âgée que je suis, elle doit avoir dans les. Ouais, peut-être on est sur la 55 ans par là. Et est-ce que ça t'est arrivé de dire non à quelqu'un, par exemple, qui voulait, je sais pas moi, objectif -10, et en fait, non, c'est pas possible, quoi. Il va se mettre en danger, ou pour une autre raison, ou je sais pas. Alors, non, j'ai jamais refusé. Pour le moment, de mémoire, comme ça, j'ai jamais refusé quelqu'un. Euh, Tu as peut-être adapté les objectifs ou modifié alors, les objectifs par au contre, départ. si j'ai dû refuser des personnes, mais c'était pas pour le contexte nutrition ou entraînement. C'était des personnes, elles voulaient passer par moi que pour le côté compétition et pour le côté malsain de la compétition. Donc là, je disais non, clairement. Par contre, ça m'est arrivé de devoir recadrer, de devoir reformuler, on va dire, les objectifs de certaines personnes, parce qu'on avait clairement des personnes aujourd'hui qui se fixaient des objectifs beaucoup trop hauts par rapport au niveau qu'elles avaient et l'échéance qu'elles voulaient atteindre, que ce soit par exemple sur une perte de poids ou une prise de muscle. Donc là, il est important tout simplement d'être sincère avec la personne et lui dire, écoute, là, je pense que tu as un bel objectif, c'est très chouette, tu as l'air motivé. Par contre, clairement, voilà, tu ne pourras pas perdre 15 kilos en 2 semaines. Voilà.
C'est des choses comme ça. Alors, j'exagère vraiment pour montrer le cas de figure, mais à tout moment, vous aurez des personnes qui vont venir, qui vont vous demander, qui vont avoir envie d'atteindre des objectifs sur un délai très court parce qu'elles ont leur mariage et qu'elles veulent rentrer dans la robe. Voilà, il faut être sincère avec ça. Il ne faut pas se lancer tête baissée à dire ouais, ok, c'est parti, en espérant que ça passe parce que ça passera jamais. Donc, il vaut mieux être sincère, quitte à ce que la personne elle ne veuille pas travailler avec vous au final. Mais par contre, on ne pourra jamais vous reprocher d'avoir été sincère. Et au final, généralement, les personnes aiment travailler avec les personnes qui sont sincères. Donc, généralement, la plupart du temps, elles comprennent, elles ont une remise en question, surtout si on le formule bien. Elles ont une remise en question, elles se disent, bon, ok, peut-être que je suis allé un petit peu trop loin, je vais un petit peu trop loin euh, dans l'objectif que je veux pour le moment. Donc, elles le rétablissent, on va dire, sur des valeurs un petit peu plus atteignables. D'accord. Et donc, alors Aurélie, j'ai vu votre question, j'en parle juste après. Alors moi, je me suis noté une question pendant que tu parlais, Luc, et Céline, elle a posé exactement la même question que moi. On voudrait savoir, quel est le côté malsain de la compétition? Dopage. D'accord, donc testo et compagnie, enfin moi je connais pas forcément tout ça, mais Oui. d'accord. Ah ouais, il y en a carrément qui viennent et qui disent, bon allez, tu me shootes, on y va, là je veux gagner. C'est comme ça qu'ils formulent le truc? Non, c'est pas forcément comme ça, puisque les compétiteurs sont quand même des personnes, du moins les athlètes que j'accompagne pour la compétition, sont des personnes assez saines d'esprit qui comprennent qu'aujourd'hui, il y a la nutrition, il y a l'entraînement, l'hygiène de vie, et pour aller plus loin, il y a la cerise sur le gâteau. Voilà, ça, c'est des personnes qui le comprennent, qui sont d'une certaine cohérence. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui ne voient que par le résultat, qui ne comprennent pas cet aspect nutrition-entraînement et qui veulent vraiment le produit magique. Donc ça, moi, clairement, ça ne m'intéresse pas. J'en veux pas. D'accord. Et du coup, c'est un peu hors sujet, mais j'en profite. Oui, Les j'en bodybuilders, profite, il y en a de plus en plus et clairement aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui passent ce cap parce que je les retrouve aujourd'hui dans mes suivis. On se doute vraiment pas qu'elles ont franchi ce cap et pourtant elles se bousillent en fait tout simplement avec ça. Mais il y en a de plus en plus aujourd'hui. D'accord. C'est un milieu qui n'est pas du tout contrôlé par rapport à tout ça? Absolument pas. Se Du moins, présente un jour où ils en parlent ou qu'est-ce qu'ils ils s'en fichent? Enfin, c'est bizarre. Non, c'est bizarre de se dire qu'on autorise alors, clairement le dopage pour des. non, c'est pas qu'on autorise, c'est que dans On les autres n'interdit disciplines, pas. non, ouais, voilà, on l'interdit pas, mais c'est surtout que dans les disciplines sportives autres que le bodybuilding, c'est quelque chose d'assez tabou, c'est interdit, si on se fait contrôler, c'est terminé, etc. Dans le monde du bodybuilding aujourd'hui, on en parle librement. Voilà, il suffit que vous suiviez quelques athlètes professionnels, des fois, ils n'ont pas peur de l'avouer sur les réseaux. Ils ne vont pas dire précisément tout ce qu'ils prennent parce que là, c'est mettre la santé des gens en danger puisque les gens voudront les copier. Mais aujourd'hui, dans le monde du bodybuilding, il y a quand même cette sincérité aujourd'hui. On sait que 95% des athlètes en utilisent. Donc, bon, il y a quand même, il y a pas cette naïveté quoi, derrière. Ouais, bah forcément, si les concurrents le font, ça doit donner envie à tout le monde de le faire, hein. Oui, oui, bien sûr. Voilà, il y a ça aussi. Puis, on ne peut pas atteindre, naturellement, c'est très compliqué d'atteindre des physiques hors normes. Ah bah oui, ouais, d'accord. Bon, très bien. Bon, on Voilà, ferme la parenthèse. c'était pour la parenthèse. C'est intéressant, ouais. Oui, oui. Alors, du coup, Aurélie, donc tu as évoqué les réseaux sociaux, c'est rigolo parce que ça fait une transition avec ce que dit Aurélie. Aurélie, elle demande, y a-t-il une grande part de pédagogie à faire avec les patients, pardon? Par exemple, on entend tout et son contraire en ligne, notamment avec des influenceurs fitness qui n'ont pas nécessairement de formation en nutrition et qui partagent des conseils. Mhm. Alors, Euh, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, Aurélie, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par y a-t-il une grande part de pédagogie à faire avec les patients? Est-ce que vous voulez Ah, c'est sur ça formuler que je voulais. oralement, si vous pouvez allumer le micro peut-être? Oui, bonjour. Bonjour. Non, en fait, c'est par exemple, ça doit faire un an maintenant que j'essaie de me mettre au CrossFit. Et pour améliorer justement la performance, je regarde un petit peu en ligne parce que je ne sais pas si dans le programme c'est un peu plus détaillé au niveau du sportif. Mais en ligne, j'entends vraiment tout et son contraire. Je ne sais pas faire le tri entre l'information correcte ou non. Mhm. Et donc, du coup, je me demande si, par exemple, tu as des patients qui viennent avec une idée arrêtée sur, par exemple, les compléments alimentaires ou même sur, par exemple, faut manger léger le soir, faut pas manger de glucides le soir ou ce genre de choses pour Mhm. pouvoir perdre du poids et être performant. Donc, c'est plus sur ce niveau-là, en fait. D'accord, oui. Donc, ce que vous voulez dire par part de pédagogie, c'est-à-dire reprendre les bases et C'est discuter sur ça, toutes les idées reçues que les patients nous apportent, en fait. C'est ça? exactement. D'accord, C'est ça. Ouais, il y a une bonne part de pédagogie en fait à avoir.
Le problème, comme tu l'as souligné, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ben, avec les réseaux, on a simplement accès à diverses personnes qui vont prôner, par exemple, telle façon de s'alimenter. Voilà, de plus en plus aujourd'hui tourner vers tout ce qui va être vegan, végétarien, etc. de plus en plus. Donc forcément, chacun y va de son point de vue, de son opinion, avec ses arguments. Et forcément, ben, sur les réseaux, quand on parle d'influenceurs, ben, ce sont généralement des personnes qui ont de bonnes communautés. Donc forcément, ils ont quand même un impact. Donc après, je vais pas, c'est pas pour savoir qui a raison, qui a tort. Il y en a quand même qui disent, qui restent un peu à l'écart, qui donnent des conseils, on va dire, basiques. Et là, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont de leur point de vue parce que ben, voilà, ils ont quelque chose peut-être à vendre derrière. Ou tout simplement ben, parce qu'ils sont à fond dans leur délire et qui veulent à tout prix le partager. Et le problème, c'est que sur les personnes qui n'y connaissent pas trop dans le monde de la nutrition, ben, elles se font facilement influencer dessus. Donc voilà, c'est difficile de distinguer les influenceurs, par exemple, ou ce qu'on entend sur les réseaux, sur les forums, etc., entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ce qui est basique ou ce qui ne l'est pas. Mais oui, il y a une grosse pédagogie à avoir en tant que diététicien avec ben, les clients que tu peux recevoir, que tu peux avoir. Mais concrètement, si tu maîtrises ton sujet, le jour où il se pointe devant toi, en fait, qui commence à te dire, voilà, j'ai entendu sur tel forum que, oui, mais un tel sur Insta, il a dit que, voilà, ou sur YouTube, voilà, il dit que. euh, Si tu maîtrises ton sujet en deux, trois phrases, bon, il a compris que ben, ce qu'il a dit, ce qu'il a vu ou entendu sur les réseaux, sur Internet, ben, ce n'était pas forcément vrai, ou tout simplement que ben, ça ça le fait réfléchir, tout simplement. Parce que justement, en ce moment, enfin, ça fait pas que ces derniers temps, mais on parle beaucoup de plus en plus du jeûne intermittent, par exemple. Mhm. Donc, j'ai pas d'opinion sur le sujet, parce que je connais pas le sujet. Là, c'est le sujet. Je sais pas d'ailleurs si on va l'étudier au cours de notre formation un peu plus en détail. Mais du coup, enfin, quelle est ton opinion, par exemple, sur ce sujet-là, ou est-ce que d'ailleurs on va l'étudier, même tout simplement, ou... Non, pas trop. En fait, juste, je réponds juste à cette partie de la question. Il y a tellement de régimes différents qui existent que le BTS en 2 ans ne permet pas de voir tout ça. Et c'est super dommage parce que clairement, quand vous allez être diplômé, si vous ouvrez un cabinet demain, toutes ces questions-là, on va vous les poser. Et du coup, le diététicien, le jeune diététicien, il doit avoir vraiment une culture personnelle très importante. Même là, si vous pouvez, quand on est étudiant, c'est bien de regarder ce qui se passe, de lire ce qui se fait et tout. Mais bon, clairement, je sais bien qu'en pratique, on a tellement de choses à ingérer pendant le BTS qu'on n'a pas trop le temps. Mais ça, c'est vrai que c'est des petits manquements au BTS, malheureusement. Mais Luc, je te laisse la parole pour la suite, du coup. Je sais plus, du coup, c'était quoi la... C'était par rapport à mon avis sur le jeûne intermittent. Voilà, c'est ça. Alors, moi, personnellement, mon avis sur le jeûne intermittent, euh, je vais te dire, c'est bien et c'est de la merde. C'est assez extrême les deux réponses. C'est bien, mais pour qui? Et c'est de la merde pour qui? OK? Dans le sens où peut-être que pour une personne lambda, une personne qui clairement a des gros problèmes digestifs, n'a pas une trop grosse activité physique au quotidien, pourquoi pas? Ça peut être intéressant, ça peut être un moyen justement de remettre, de faire un peu, de mettre un peu le système digestif au vert. Par contre, pour une personne qui s'entraîne quasiment tous les jours, exprès pour atteindre des performances spécifiques, va lui demander de faire un jeûne intermittent, quoi. Et regarde le constat à la fin de la journée. Donc c'est pour ça que je distingue vraiment, c'est nul ou c'est très bien. OK? Ça dépend du public, ouais, bien sûr. Ouais, voilà, ça s'adresse à qui? Après, si je peux te donner, et vous qu'on donne un conseil, en fait, c'est, bah, comme l'a dit Oriane, en fait, c'est surtout vous cultiver, donc ne pas hésiter à lire des livres sur les domaines qui vous intéressent en priorité. C'est pas aller lire des livres sur le jeûne intermittent, parce que tout le monde parle du jeûne intermittent, c'est avant tout aller vous renseigner sur les domaines qui vous intéressent, mais c'est surtout rester hyper critique, parce qu'aujourd'hui, vous allez lire des livres euh, qui sont là pour formater des esprits, tout simplement, qui sont là pour vous donner une idée et vous faire sortir toutes les autres idées. Et la seule chose que je peux vous donner, c'est ce que moi je me suis toujours appliqué, c'est je lis un livre, par exemple un livre sur le régime cétogène contre le cancer. J'accepte, je reçois l'information, je lis les informations, ok, pourquoi pas, mais j'essaie aussi de raisonner de façon opposée à ça. C'est-à-dire, j'essaie de repérer aussi les limites de ce que je peux lire ou de ce que je peux entendre. Ça me permet de rester tout simplement objectif. Parce que le but de l'auteur, quand il écrit son livre Le régime cétogène contre le cancer, c'est justement de mettre en avant que le régime cétogène, c'est super contre le cancer. Il ne vous dira pas à un moment donné qu'il y a une certaine, telle ou telle limite. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant de garder, de rester
critique par rapport au sujet que vous abordez, tout simplement pour pouvoir justement dépister, trouver ses limites et justement être en mesure de pouvoir dire, OK, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le régime cétogène aujourd'hui, une personne qui a alité, pourquoi pas, qui a alité, qui a un traitement pour le cancer, ça peut être très intéressant. Un sportif, c'est niet, quoi qu'on pourra vous le dire. Et ce, pour diverses raisons. Merci. Voilà, avec plaisir. Alors, il y a Marie qui pose des questions. Alors, je lis. J'ai pu voir sur ton compte Instagram que tu suivais surtout des ultra sportifs, musculation, haltérophilie. Est-ce une cible prioritaire pour toi, par passion personnelle? Vas-y, réponds déjà à ça, après je rajouterai les autres questions. OK. Du coup, Alors, est-ce que c'est une cible prioritaire pour toi, l'hypermusculation, l'haltérophilie, etc. Forcément, aujourd'hui, moi, je me destine davantage à devenir plus préparateur physique. Donc, vraiment accompagner des athlètes, en particulier dans le monde du body et pourquoi pas aussi dans d'autres disciplines. Mais j'en oublie pas aujourd'hui aussi qu'il y a des personnes qui sont un peu plus lambda, qui ne sont pas forcément des hyper sportifs. Et j'ai aussi envie de continuer à accompagner ces personnes. Par contre, moi aujourd'hui, je suis vraiment amoureux de mon métier, je suis vraiment passionné, j'ai jamais l'impression de travailler, je suis même des fois frustré par ça parce que j'ai vraiment pas l'impression de bosser des fois. Mais je veux pouvoir travailler aujourd'hui avec des personnes qui sont aussi motivées que moi. Alors, pas autant motivées dans le sens à devenir coach ou diététicien, mais qui veulent s'impliquer autant que moi je m'implique pour elles. Donc aujourd'hui, j'ai dit que j'avais mis en place différents services qui permettent tout simplement de pouvoir proposer mes prestations à toutes les catégories socio-professionnelles. Le problème de ça, le revers de la médaille, c'est que forcément, je récupère des fois des clients qui font un caca nerveux, qui veulent un programme et un plan d'entraînement pour faire du muscle, sécher, être prêt pour l'été, qui clairement n'y mettent aucun investissement. Et clairement, au début, ça me frustre de donner de l'énergie, de donner du temps à ces personnes qui, au final, je vais leur envoyer le plan, le programme et j'aurai plus de nouvelles. Donc voilà. Donc c'est sûr, je me suis fait de l'argent, mais j'ai pas cette satisfaction, on va dire personnelle, d'avoir aidé quelqu'un à atteindre ses objectifs. Donc non, c'est pas aujourd'hui que je veux me spécialiser que sur le côté sportif. C'est qu'aujourd'hui, je veux davantage, au fur et à mesure que je vais acquérir de la reconnaissance sur ça. Et j'ai envie tout simplement de pouvoir travailler exclusivement avec des personnes qui sont motivées, qui sont investies, peu importe le niveau après. Mais forcément, ça reste chez les athlètes qu'on retrouve cette motivation la plus marquée. Voilà. Et sachant que tu pourras, à un moment, tu ne pourras pas accepter tout le monde, tu devras faire un choix par rapport au fait que les journées ne font que 24 heures et peut-être que dans ce cas-là, tu prioriseras ce public-là pour les raisons que tu as données, quoi. C'est ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle, tout simplement, sur mes services, sur mes différentes prestations, il y a plusieurs façons. J'ai plusieurs façons de vous suivre. Je vais avoir, par exemple, le suivi, alors sans dire les noms dessus, mais je vais avoir un service vraiment low cost où je vais proposer entraînement et nutrition, où je vais faire tout simplement, je vais prendre 1 à 2 heures pour préparer le programme et le plan d'une personne. Et toutes les 4 ou 6 semaines, je vais vite faire un tour sur son programme, faire le point, lui faire quelques modifications en fonction de son évolution. Basta. Voilà, je ne perds pas plus de temps. Et les personnes qui ne sont pas trop motivées, généralement, elles se dirigent vers ce genre de suivi. À différence, j'ai d'autres suivis, comme par exemple le suivi un peu plus complet ou le suivi athlète, qui sont certes plus chers au niveau du tarif, mais qui par contre requièrent plus d'investissement de ma part. C'est-à-dire que toutes les semaines, ça va être bilan, c'est disponible 7 sur 7 au téléphone, etc. Après, je sais que les personnes qui prennent ce type de suivi, ce sont des personnes qui sont investies. Voilà. D'accord. Alors, une autre question de Marie. La complémentation en produits nutrition est-elle obligatoire à ce niveau? Donc, sous-entendu au très haut niveau de musculation et d'haltéro. Oui, clairement. Et alors, ça, bien sûr, ça reste mon opinion, mon expérience, mon vécu. Est-ce que je peux en tirer? Mais aujourd'hui, je pars du principe, en fait, que j'arrive au constat qu'aujourd'hui, on est dans une société où, si on regarde un petit peu plus près, on a des sols qui sont déminéralisés, on a des viandes qui sont bourrées de médicaments, de vaccins, etc. Donc, on a tout simplement une alimentation aujourd'hui qui est clairement carencée en vitamines, minéraux. Le potentiel vitaminique, minéraux de notre alimentation, et aujourd'hui, il est réduit par rapport à il y a 50 ou 100 ans. Donc, on n'a plus en fait les mêmes teneurs nutritives sur les aliments qu'on consomme qu'il y a 50 ou 100 ans. Donc, forcément, ça va avoir un impact sur la santé. D'autant plus quand on considère tout ce qui va être facteurs endocriniens, etc., qui sont encore plus présents dans notre société actuelle. Donc, c'est triste à dire, mais
mon constat moi, aujourd'hui, j'ai jamais vu pour l'instant un bilan sanguin qui était nickel où j'ai rien eu à dire. Voilà. Donc, je pars du principe que athlète ou pas athlète, aujourd'hui, on est tous quasiment obligés de passer par une supplémentation pour, je dis bien pour avoir vraiment une physiologie qui est optimale. Je précise, optimale. D'accord. Est-ce Voilà. que tu travailles avec des naturopathes, des kinés, des ostéopathes? Directement, non. Après, voilà, j'ai pas peur de réorienter mes clients vers des ostéos en fonction de la région où ils sont. Mais après, directement, non. Je travaille pas spécialement avec d'autres spécialistes. D'accord, oui, par distance, c'est vrai que c'est pas forcément Ouais. évident s'ils sont un peu... Ben, ouais, voilà, quand j'ai un client qui est à Rennes ou à Strasbourg, ben, Oui. voilà, quand il a mal au genou, ouais, ben, je dis, ben, trouve un ostéo, quoi. Est-ce que tu peux revenir sur les vitamines? Désolée du dérangement. Non, non, il n'y a Non, pas de bah non, souci. on est là pour ça, il n'y a pas de On est souci, là, ouais, Marie. clairement. Donc, vas-y, pose les questions. C'est quoi Ouais. ta question, en fait, précisément? Du coup, je suis qu'en première année, donc là, je fais que le programme de biochimie physiologie. J'ai pas encore fini, mais on a un professeur qui dit souvent que les vitamines, elles se recyclent. C'est-à-dire qu'il dit tout le temps qu'en gros, c'est tous les, pas tous, hein, mais beaucoup de compléments alimentaires ou des vitamines ou des choses comme ça, en fait, c'est du bullshit dans les pharmacies. C'est, on va dire, en gros, pour l'argent. Hmm. En gros, ils ont inventé tout ça pour dire, allez, venez prendre ça parce que là, c'est l'hiver, donc on va avoir besoin de carnitine pour pouvoir perdre du poids, pour accélérer le métabolisme, etc. Alors qu'on a vu que, par exemple, je prends l'exemple de la carnitine, mais il y en avait plein d'autres, hein, je ne sais plus. Oui, Alors oui, que bien sûr. la carnitine, par exemple, elle est déjà naturellement en nous et elle se recycle. Donc, en gros, Hmm. on n'a pas besoin de l'amener extérieurement, en fait. Du coup, Ouais. voilà, je voulais voir un peu. Alors, je pense qu'on ne serait pas forcément très copains avec ce médecin, avec ce prof, mais non, si je dois résumer, il y a quand même une bonne partie de vrai dans ce qu'il dit, dans le sens où le gros qu'on trouve en grande surface aujourd'hui, hein, tout ce qui est supplémentation, c'est du bullshit, clairement. Ça, j'ai pas peur de le dire. Quand vous allez en pharmacie, il y a très très peu de formes de vitamines qui sont vraiment intéressantes. On vous vend aujourd'hui le magnésium marin comme étant le magnésium ultime. C'est du bullshit, clairement. C'est quasiment que de l'oxyde de magnésium. C'est une forme qui s'assimile hyper mal, qui peut provoquer de l'inconfort digestif. Donc, non, clairement, voilà. Pourtant, c'est la forme de magnésium que vous trouvez le plus en grande surface. Tout ce qui est, par exemple, oméga 3, ce sont des oméga 3 qui sont bourrés de métaux lourds, parce que pas cher, forcément, qui sont également complètement oxydés. Il suffit de voir les emballages, un emballage avec un emballage transparent plastique, pas réfrigéré. Bon, vous êtes sûr que vos oméga 3 ils sont oxydés. Donc, en fait, vous faites tout simplement des métaux lourds. C'est super. Donc, voilà, globalement, en grande surface, tout ce que tu pourras trouver, c'est du bullshit. Il y a très, très peu de marques qui sont vraiment intéressantes. Et généralement, les marques les plus intéressantes, ils les mettent au fond du rayon en pharmacie, on ne les voit pas. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je travaille avec, sur la partie nutrition, des partenaires de confiance. Donc, que ce soit l'entreprise pour laquelle je travaillais, parce qu'ils sont vraiment très pointus sur l'aspect, tout ce qui est réglementation, sur l'aspect qualité également des produits, des matières premières. Donc voilà, quand je leur demande de rentrer telle vitamine, c'est parce que je sais que c'est un complexe avec des formes de vitamines qui sont très bien assimilables, qui sont bien dosées. Donc voilà, je sais que je donne quelque chose d'efficace. Et là, en fait, où ton prof, il pourra rien dire, c'est qu'à un moment donné, quand je reçois un bilan sanguin d'une personne qui est complètement carencée et que je lui donne quelques suppléments, bon, 2 mois après, on regarde le bilan sanguin, ouais, il n'y a pas photo, quoi. Les vitamines, elles sont passées par là, quoi. Et c'est pas un recyclage. Mais je suis quand même très curieux de savoir comment les vitamines se recyclent, sachant qu'à un moment donné, elles sont utilisées. Donc, à moins il y ait un mécanisme d'auto-fabrication des vitamines à l'intérieur de ton corps qu'on n'aurait pas encore découvert, mais je suis curieux. Ouais, je ne sais plus exactement si c'était des vitamines. Enfin, peut-être que c'est moi hein, qui ai mal compris, j'en sais Mm. rien, mais Pour la carnitine, par exemple, puisque c'est ce que tu as dit, oui, il y ouais. a un turnover, si tu veux, au niveau de la carnitine. Après, si aujourd'hui tu prends de la carnitine exclusivement pour sécher, ben, tu n'as pas très bien tout compris, en fait. Puisque la carnitine, déjà, il y a plusieurs formes de carnitine. Il y a la tartrate de carnitine, il y a l'acétyl-L-carnitine. Et moi, généralement, je donne l'acétyl-L-carnitine, pas pour sécher, mais tout simplement parce que c'est un neurotransmetteur. Donc, c'est très, très intéressant pour les sportifs, pour l'aspect concentration, focus, pendant les entraînements ou les compétitions.
D'accord, ouais, donc en gros, je pense que ouais, ils nous auraient dit, bah, ça sert à rien parce qu'elle se recycle. Si on en a, elle se recycle, donc en gros, d'en prendre, voilà. Ouais, elle se recycle, la carnitine, elle se recycle très bien si tu as un bon apport en protéines. Mais bon, apparemment, de ce que je vois, tout le monde ne tourne pas à 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est même plutôt généralement un peu plus bas. Donc, elle se recycle si tu apportes suffisamment de protéines sur ta journée, puisque la carnitine, c'est un acide aminé. Ouais, toutes les questions d'équilibre. Si on apporte C'est ça. exactement les bons trucs, on n'aura pas de carence, donc on pourra avoir ce recyclage. Par contre, si on a des carences, bah, c'est pas possible, quoi. Exactement. Tu as tout compris. Sachant Merci. aussi que les personnes qui font beaucoup d'activités physiques et ce genre de profil ont des besoins qui sont supérieurs aux autres et que donc peut-être le recyclage ne suffit pas à utiliser tout ça lors de l'exercice. C'est ça. Les sportifs, ils ont naturellement un besoin qui est un besoin en vitamines, minéraux, qui est beaucoup plus important, puisqu'ils ont des pertes qui est beaucoup plus importante, une consommation qui est beaucoup plus importante. Métabolisme, tout simplement, qui est accru. Ok, merci. Alors, j'ai d'autres questions de Marie. L'autre Marie, as-tu des clients végétariens, flexitariens, véganes? Ouais, Tu as le droit de poser plein de questions, Marie, on est là pour ça, il n'y a pas de problème. Végétarien, oui, ça j'en ai pas mal. J'ai du vegan, j'en ai eu également. Donc là, c'est par contre très compliqué. Surtout quand ils ont un objectif, on va dire, purement esthétique, puisque il faut quand même un apport en protéines très qualitatif et avec l'alimentation. Contrairement aux idées reçues, c'est pas qu'on peut pas trouver tous les acides aminés dans les végétaux, mais c'est que lorsqu'on fait des associations, on est forcément obligé de rehausser en fait, tout ce qui va être glucides, lipides, etc. On ne peut pas juste augmenter les protéines, on est obligé d'augmenter les graisses, les sucres. Donc, c'est un casse-tête pas possible en fait, pour trouver le bon équilibre entre quantité de glucides et quantité de protéines. Donc voilà, c'est surtout ça. Diète flexible, tu voulais dire? Flexitarien, ouais, flexitarien, c'est à Ah tendance non. végétarien, quoi. Ah oui, de manière générale, après, je laisse beaucoup de choix sur mes diètes, sauf pour les athlètes qui sont en préparation où là, c'est régime sec. Mais sur la plupart de mes clients, je laisse quand même le choix entre plusieurs ingrédients et je tiens compte aussi de leur préférence. Si une personne me dit, voilà, j'essaie de réduire ma consommation de viande, bon, elle m'a bien précisé qu'elle essaye, donc je vais quand même lui proposer 2 fois par jour de la viande, sur le midi et le soir, par exemple. Alors, viande, poisson ou œuf, ça peut être, bien sûr. Mais je vais également lui proposer peut-être une alternative, soit avec du soja, un mélange de légumineuses ou des choses comme ça, pour qu'elle ait le choix, par exemple, pour qu'elle puisse quand même de temps en temps consommer de la viande, mais aussi adapter sa nutrition à son objectif. Voilà. Alors, je regarde les questions, je regarde juste l'ordre. Donc, je finis sur Marie. On revient à l'autre Marie. Faut-il se sortir de la tête que le soir, il ne faut pas manger de féculents? Clairement. Clairement. Ça, c'est une idée reçue. Alors là, on va parler de chrononutrition, surtout. On dit souvent que les glucides le soir, ils se stockent parce qu'on va dormir, etc. Ça, pareil, c'est du bullshit également, dans le sens où tout dépend aujourd'hui de votre journée. Moi, je préfère quelqu'un qui va manger des glucides un petit peu plus le soir, mais qui, par contre, a un métabolisme élevé et je sais qu'elle perdra du poids. De toute façon, quand vous voulez entamer un processus de perte de poids, il faut toujours commencer, enfin, moi, personnellement, je commence toujours avec une diète qui est très haute en calories. Et généralement, les personnes me contactent dans un premier temps en étant affolées parce qu'elles mangent beaucoup trop. Elles ont l'impression de manger beaucoup trop. Ça arrive souvent, ça. Ouais, mais ce qui se passe et qui est très intéressant, en fait, c'est que la personne, même avec ce régime qui semble être énorme en termes de calories pour elle, eh ben, elle perd du poids dès les premières semaines. Donc ensuite, c'est juste un travail d'abaisser au fur et à mesure les quantités, au fur et à mesure qu'elles perdent du poids, qu'elles stagnent, etc. Et c'est très important de faire ça tout simplement puisque au début, vous allez booster leur métabolisme. Si elles avaient un petit peu métabolisme ralenti parce qu'avant, elles ne mangeaient rien pour perdre du poids, ben là, simplement, vous rehaussez leur métabolisme, vous relancez toute leur fonction et le corps repart de lui-même. Donc le fait, en fait, de dire qu'il ne faut pas de glucides le soir, c'est une bêtise. Dans un premier temps, vous pouvez très bien commencer avec un régime ou en calories ou en glucides et même en donner le soir. Il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, c'est sûr qu'arrivé à un certain stade, si vous avez une personne qui veut à tout prix pousser sa sèche, qui veut aujourd'hui perdre pas mal de poids, vraiment obtenir une condition physique poussée, ben ouais, à un moment donné, il faudra peut-être passer par la case où on va sortir les glucides le soir. Mais voilà, ça après, il y a une autre question qui se pose, est-ce que la personne va bien dormir? Parce que généralement, on a des personnes qui ne dorment pas bien, qui se réveillent au milieu de la nuit tout simplement parce qu'elles font une petite crise d'hypoglycémie.
Ça peut arriver plus fréquemment qu'on le pense. Elles font une petite crise d'hypoglycémie dans leur sommeil. Les surrénales produisent un petit peu d'adrénaline pour éveiller, pour éviter tout simplement de mourir pendant qu'on dort. Donc, vous vous réveillez sur les coups, ça arrive généralement entre 3 et 4 heures du matin, à peu près, allez, 5 heures aussi, et vous n'arrivez pas à vous rendormir parce que vous êtes complètement excité. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui est le plus favorable? Est-ce qu'il vaut mieux mettre un petit peu de glucides le soir, quitte à ce que la personne puisse bien se reposer de sa journée qui a été peut-être rude parce qu'elle s'est entraînée, etc., qu'elle a eu le boulot également à faire, ou est-ce qu'il faut à tout prix supprimer les calories le soir? Par contre, elle ne se repose plus, elle ne récupère plus, et là, clairement, elle va bloquer en fait sa progression, sa perte de poids. Voilà. Il faut peser le pour et le contre. Ok, merci. Ouais, c'est surtout, par exemple, quelqu'un, ouais, je sais pas, qui veut perdre du ventre et qui veut quand même se muscler. Est-ce que pendant, je sais pas, un mois, il vaut mieux aller arrêter les féculents le soir pour permettre que le ventre... Enfin, pour moi, c'est du bullshit aussi, hein, mais je sais pas, on voit tellement de choses différentes que je me dis, le corps, c'est pas parce qu'on va manger des féculents le soir qui va stocker plus ou autre, quoi. Enfin, ça Non, dépend Ça dépend aussi du reste de la journée, hein. Enfin, oui, ça dépend clairement, de voilà, plein de paramètres. On ne peut pas fixer des règles comme ça. c'est ça, c'est ça. Il faut aussi regarder sur l'ensemble de la journée, qu'est-ce que tu as consommé. Si tout au long de la journée, tu as consommé des glucides avec de bonnes quantités, peut-être que le soir, tu n'as pas forcément besoin pour avoir ton apport journalier, tu vois. Donc là, à ce moment-là, les glucides le soir ne sont pas forcément trop intéressants. Et à la rigueur, je te conseillerais même plus, dans une optique toujours de chrononutrition, d'équilibrer tes glucides plutôt que de faire 2 gros repas, petit déjeuner et midi, où tu vas consommer de grosses quantités de glucides, bah, plutôt le lisser. Tu vois, sur la journée, tu te mets un petit peu de glucides le soir. Ça évite justement d'avoir de trop gros pics d'insuline sur le matin et le midi, et au final, le soir, te retrouver avec une petite hypo, quoi. Donc là, même, c'est même plus intéressant quand tu veux perdre du poids. Le but, quand on veut sécher, ce qui est très intéressant, c'est d'équilibrer la glycémie tout au long de la journée et pas faire de pics, ou de pics que ce soit vers le haut ou vers le bas. Donc, lisse plutôt tes apports en glucides sur la journée, surtout si la personne fait du sport. Et après, au fur et à mesure, ben oui, s'il y a un moment de la journée où ça peut être intéressant de le supprimer, ben c'est tout simplement le soir. Mais ça encore, ça reste à discuter. Si tu as une personne qui s'entraîne, allez, on va dire une personne qui a des horaires qui est au bureau, donc sur la journée, elle ne s'entraîne pas, elle n'est pas forcément très active. Par contre, elle finit le soir, il est hors contexte Covid, là, etc. Il est 18 heures, le temps d'aller à la salle, il est 19 heures, elle sort de la salle, il est 20 heures, 20h30. Bon, elle rentre, voilà, elle est fatiguée de la journée psychologiquement, tu vois, elle est fatiguée de sa séance aussi physiquement. Est-ce que vraiment tu penses que ça va pas être intéressant de mettre des glucides le soir, après sa séance? Ouais. Ouais, voilà. Donc, à la rigueur, sur cet exemple, sur ce cas de figure, ce qui peut être intéressant, ben, ça va être plutôt de lisser sur la journée les glucides, ou à la rigueur, même le matin, si elle a une activité qui n'est pas forcément trop physique, ben, ça va être faire un apport en glucides moindre, pas l'enlever, mais moindre le matin, un petit peu plus le midi pour qu'elle fasse quelques réserves d'énergie pour l'entraînement du soir, et un petit peu le soir, ben, pour permettre aux muscles de refaire de récupérer comme il faut. Parce que le but de l'entraînement, ce n'est pas juste de torturer le muscle, c'est de le stimuler pour qu'il brûle des calories, pour qu'il se renforce. Mais pour qu'il y ait cette réaction, il faut également que tu lui apportes des calories, il faut également que tu lui apportes de l'énergie pour se reconstruire. Si tu laisses ton muscle à vide, sans réserve énergétique, ben, il ne va pas progresser, que ce soit en termes de musculation, de prendre du muscle ou de sécher tout simplement. Ok, d'accord. Ok. Merci. Alors, je vais lire la question de Jessica et après, on va se reconcentrer sur l'activité du diététicien nutritionniste parce que du coup, après, là, si on part en conseil, Ouais. on en aura pour tout le week-end. Alors, Jessica, donc elle demande si 30 minutes par jour de sport avec un régime alimentaire équilibré, c'est suffisant pour perdre du gras et pas du muscle. Donc, fais-la courte, Luc, et puis après, on revient à 30 minutes par jour. 30 minutes de sport par jour avec un régime alimentaire. Est-ce que ça équilibré, est-ce que ça suffit pour perdre du gras et pas du muscle? Ça dépend de ta notion d'équilibrer, ça dépend de ta notion d'activité physique, mais oui. Parce que faire le ménage en soi, c'est une activité physique. Voilà. Régime équilibré, il y en a, ils te disent que c'est équilibré, ils mangent cordon bleu et glace le soir. Voilà. Donc tout ça dépend de ta notion d'équilibré et d'activité physique. Mais oui, tu peux tout à fait. C'est même un très bon rythme. D'accord. Alors, Céline, elle voulait en savoir plus sur toi. Elle demandait, donc, tu suis des athlètes, quel est ton passé d'athlète? Tu dois avoir un certain niveau pour les aider à évoluer. Alors, moi, contrairement aux idées reçues, en fait, oui, je suis athlète de base. Donc, je fais du culturisme également. J'ai pas eu un très gros palmarès, on va dire, pour l'instant. J'ai juste fini, en fait, voilà, j'ai fait une petite place de 5e au championnat de France en 2017, je crois.
Mais c'est tout. Je ne suis pas allé plus loin. Et en fait, aujourd'hui, j'étais junior aussi, donc moins de 25 ans. Et la chose, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont plus âgées et avec un niveau un peu plus haut qui viennent vers moi, ben, c'est tout simplement le fait que c'est mon expérience en termes de préparateur qui fait la différence. C'est-à-dire ce que je peux communiquer sur les réseaux, justement, ce que je peux véhiculer comme image qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent vers moi, plus que mon image d'athlète. Très bien, merci. Alors, Léa nous pose une question. Alors, je lis parce que c'est un petit peu long. On entend souvent qu'il est difficile de bien gagner sa vie en tant que diète. Est-ce que votre activité a-t-elle été rentable rapidement après le BTS? Et Mhm. comment avez-vous eu vos premiers patients? Ouais, donc là, il y a plein de questions. On va commencer par la fin peut-être. Comment est-ce que tu as eu tes premiers patients, sachant que tu es 100% en distanciel? Comment tu t'es fait connaître tout au début en fait? C'est Tu très l'as un simple. petit peu évoqué au Ouais, début. je l'ai un petit peu dit au début, mais bon, c'est pas grave. Je vais repréciser ça. En fait, j'ai fini le BTS et j'ai directement en fait travaillé en tant que salarié dans une boîte de compléments alimentaires. Donc, voilà, j'étais commercial, magasinier, appelez ça comme vous voulez. Donc, à l'époque, je sortais du BTS. Les compléments alimentaires, je connaissais bien. La vente, je connaissais. Et comme j'étais voilà, spécialiste de la nutrition, bah, avec le diplôme, bah, c'était quand même un bon CV. Donc, j'ai été pris. Et en fait, sur les 2 années où j'ai travaillé à la boutique, bah, je me suis, on va dire, fait un nom au niveau de la clientèle parce que je conseillais bien, parce que je n'hésitais pas à leur donner quelques petits conseils sur la nutrition. Et le simple fait de ça, bah, les gens en voulaient plus. Et là, je leur disais, bah, tout simplement, voilà, si vous voulez plus, vous prenez un suivi avec moi. Alors, en plus, c'était un petit cercle vertueux puisque ben, moi, je fidélisais la clientèle puisqu'ils venaient pour moi, pour que je les suive. Et en plus, ils prenaient les compléments chez nous. Donc voilà, et en fait, c'est comme ça que je me suis fait ma première clientèle. Et c'est surtout au début, je n'ai pas hésité en fait à communiquer le plus possible sur les réseaux. Peut-être qu'en ce moment, aujourd'hui, je le fais un petit peu moins. Mais au début, je communiquais beaucoup sur ça, sur les résultats. Dès que j'amenais quelqu'un à la salle de temps en temps, ben, je le mettais en avant. Dès que j'avais une jolie transformation, ben, je la mettais en avant. J'hésitais pas aussi à partager mes connaissances sur les réseaux, que ce soit sur des conseils sur l'alimentation, des petits posts sur ben, la biochimie, la physiologie, puisque je voulais tout simplement me diriger vers ça. Donc, autant véhiculer l'image que je voulais être. Donc voilà, c'est faire des posts sur ce qui vous intéresse, ce vers quoi vous voulez vous diriger, même si vous avez l'impression de ne pas faire beaucoup de taf pour le moment. Voilà. C'est comme ça que moi, je me suis fait ma première clientèle. Et puis, sur les réseaux, ben voilà, j'ai essayé de développer un petit peu ça. Alors, je ne suis pas un grand influenceur. Pour ceux qui sont allés voir sur mon profil, j'ai à peine 1500 abonnés. Mais ça suffit aujourd'hui pour que ben, tous les mois, j'ai des personnes qui me contactent pour avoir des informations sur comment je travaille. Et puis, au fur et à mesure de mes stories, de mes posts, elles voient également ma façon de travailler, ma philosophie. Donc, ça plaît pas, mais les gens en fait, viennent vers moi, me posent des questions et ça peut aboutir à des suivis comme ça. Voilà, des personnes que j'ai jamais vues et que je ne verrai très certainement jamais. Ok. Alors du coup, on peut poser la question des sous parce que c'est un peu la question que Léa soulève. Et ce qui est cool, c'est que Luc n'a aucun tabou, donc il était ok quand on a préparé l'interview pour vous parler de questions d'argent. Donc du coup, est-ce que ton activité a été rentable rapidement après le BTS? Ça, c'est la question que Léa a posée. Mhm. Bah, au début, non, du tout, puisque, comme on a dit, moi là-bas, j'étais salarié, donc j'avais ma sécurité de Mm. l'emploi. Mais au début, avec un ou deux clients, on ne fait pas grand-chose, on ne vit pas. Ça, c'est sûr. Donc, c'est au fur et à mesure de se faire de la clientèle, de se faire un nom, de passer de 2 à 4, 5, 6, 7, 10 clients, etc., qu'on arrive à se faire un nom et là qu'on commence à se faire un bon portefeuille mensuel. Et c'est à ce moment-là où moi j'ai compris où j'ai vu que je pouvais m'en sortir sans le travail à la boutique, que je leur ai dit, bon voilà, désolé, je pars maintenant. On est resté en partenariat, mais voilà, de toute façon, ils étaient au courant de mon projet depuis le début. Mais voilà, le jour où j'ai vu que je gagnais suffisamment pour pouvoir être indépendant financièrement sur ce plan professionnel, ben voilà, j'ai pris mon envol comme ça. Donc c'était vraiment, je me suis fait une sécurité de l'emploi avec ce travail. Et par contre, voilà, je charbonnais, j'hésitais pas des fois à me lever à 5 heures du matin, me mettre dans mon salon et taffer sur des coachings. À 9 heures, c'était direction la boutique. Je sortais de la boutique, il était peut-être 18-19 heures. J'avais mon entraînement à faire. Le soir, je rentrais, ben, je retaffais sur des coachings. Donc après, c'est un rythme de vie, il faut cumuler deux boulots. Et arriver à un certain stade, eh ben, ça devient très, très compliqué, c'est même fatigant. Après, personnellement, c'est quand même il y a quand même une bonne reconnaissance personnelle dans le sens où vous vous couchez le soir, vous savez pourquoi vous dormez. Mm. Mais voilà, pendant un certain T'as temps, appris
Combien de temps, pardon, du coup, tu as conservé ce boulot combien de temps avant de partir? Je l'ai conservé 2 ans. Dès que je suis arrivé, j'ai commencé à me faire une petite clientèle, on va dire, dans les premiers mois. Donc, au bout de pile 2 années, ouais, en fait, non, allez, peut-être un an et 8 mois à peu près par là, je suis resté. Et voilà. Mais à la fin, ça devenait assez compliqué de pouvoir tout associer, quoi. Les C'est sûr que entraînements, les deux boulots, etc. ouais. Dans tous les cas, le réseau et le bouche à oreille, c'est ce qui fait vivre le diète, hein. C'est ça. Enfin, sauf si après vous êtes salarié en hôpital ou pour une asso ou que sais-je, hein. Mais dès qu'on veut se lancer en indépendant, que ce soit pour faire du libéral, de la consulte ou de l'éducation nutritionnelle ou de l'accompagnement sur les sports ou peu importe, c'est le bouche à oreille, c'est très important. Et des fois, ça peut être aussi intéressant de reculer un petit peu le lancement de son projet pro pour se constituer un réseau. Parce que sans réseau, bah, il faut avoir les finances derrière pour payer le loyer, pour le loyer du libéral, par exemple, du cabinet, Mm. pour payer les charges et puis vos crédits de la maison, la nourriture des enfants, enfin, que sais-je, hein. Mais voilà, ça, c'est sûr que la profession diététique, quand on ne se met pas en salarié, en tout cas, ça demande un peu de temps de se faire son réseau et de lancer l'activité et de pouvoir vraiment en toucher un peu parce qu'il y a aussi pas mal de charges, hein, quand on est indépendant. Donc, C'est ça. ça, bon, ça fait partie de tout un business à Ouais. étudier, hein, mais Et puis après, bon, le fait est qu'au moment où j'ai décidé de quitter l'entreprise, j'ai eu quand même une bonne opportunité. Ça s'est fait même quelques mois avant. C'est tout simplement, j'ai mon préparateur physique personnel qui lui aussi faisait du coaching qu'à distance. C'est d'ailleurs lui au début en fait qui m'a inspiré sur cette voie. Qui m'a en fait tout simplement proposé, puisque lui était submergé de travail, il m'a tout simplement proposé de le rejoindre dans l'aventure. Donc sans rien changer à ma formule, mais tout simplement l'intégrer à son entreprise, ce que je faisais. Et en fait, voilà, aujourd'hui, on est deux associés indépendants, on travaille pour une même entreprise qu'on cherche à développer. On présente la même image, tout simplement. Mais voilà, c'est à ce moment-là aussi où ça a pas mal décollé pour moi, puisque j'avais sa clientèle qui venait également, que je prenais en charge, plus la mienne. Donc, ouais, ça faisait quand même ça faisait quand même une bonne rentrée, quoi, sur le coup. d'accord. Et donc là, 2 ans et demi après, puisque tu as été diplômé en 18, Mhm. 19, 20, ouais, 2 ans et demi après, ça donne quoi alors? Là, actuellement, avec le contexte, c'est un peu délicat, donc on s'adapte. Mais clairement, sans le contexte, avec tout ce qu'on pouvait proposer comme service, je me faisais, si on doit parler salaire, j'arrivais à monter à faire des mois en chiffre d'affaires, je faisais entre 3 et 4 000 depuis mon canapé, En net ou en brut? en brut. Mais bon, Pour un voilà. plein temps, du coup? Parce que c'est bien, c'est très bien. Plein temps, je ne sais pas si on peut qualifier ça. Après, comme je dis, moi, je Quand on est regarde pas. indépendant, de parler en plein temps, ouais. Ouais, non, enfin, je compte jamais mes horaires. C'est ça aussi qui est chouette quand on est indépendant, quand on est à son compte, et surtout quand on peut bosser de chez soi sans horaire, sans rendez-vous, etc. C'est que je bosse en fait quand je veux. Mm. C'est-à-dire que si aujourd'hui, voilà, j'ai prévu d'aller m'entraîner à telle heure, j'y vais. Si aujourd'hui, voilà, je veux faire ci ou ça, je le fais. Par contre, je sais que le reste du temps, il va falloir que je bosse. Et je veux dire, il y a pas un jour sans que je sois sur mon ordi. Alors, c'est pas un jour, ça ne veut pas dire que tous les jours, je suis H24 derrière mon ordi. C'est pas vrai. Il y a des semaines où je vais plus travailler que d'autres. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pas la sensation de travailler. Et ça fait longtemps que j'ai pas compté combien je passais d'heures à travailler. Tout simplement parce que j'ai pas l'impression de travailler, tout simplement. Ça, c'est Voilà. la joie des indépendants. Les Ouais, c'est indépendants, ils ça. peuvent faire des pauses quand ils veulent ou prendre un week-end, mais par contre, s'ils cumulent leurs heures, en général, ça fait bien plus qu'un plein temps parce qu'on bosse tout le temps, en fait. C'est ça, vous arrivez à la fin du mois. En fait, la différence entre le monde du salariat et l'indépendance, c'est que le salarié, vous arrivez à la fin du mois. Bon, vous vous frottez les mains, vous attendez la paye. À la fin du mois, en indépendant, vous faites vos comptes, vous faites, allez, yes, voilà, j'ai fait tant ce mois-ci. Ah, il y a un autre mois qui recommence. Il faut se surpasser, il faut trouver d'autres idées, il faut trouver de nouveaux postes à faire, il faut aller chercher d'autres clients. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est Et c'est plus. Ouais, non, du coup, sur les revenus que tu as annoncés, tu ouais, considères qu'il y a quelle part diététique et quelle part nutrition, sport? entraînement. Parce que toi, tu as vraiment la double casquette, quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça. Comme on avait dit à peu près, ouais, il y avait quand même la grosse majorité qui allait pas sans l'autre. Ouais. C'est compliqué comme je t'avais dit, Lauriane, moi, c'est à peu près pour l'instant 50-50, j'aurais envie de dire, puisque les personnes viennent pour les deux. Mais c'est quelque chose que j'aimerais qui bascule plus sur de l'ordre du 75% dans les prochains mois, ouais, surtout dans les prochains mois. Mais ça, ce sera plus sur la partie physiologie, on va dire.
tout ce qui va être lié au bilan sanguin, par exemple l'accompagnement, etc. Mhm. Autre chose également que je n'ai pas formulé, c'est que donc on a un site internet qui donne accès à chaque client à un espace privé où il va pouvoir avoir son programme d'entraînement, son plan alimentaire, mais c'est aussi un site plateforme où on a par exemple où on élabore nos propres e-books sur différentes thématiques, que ce soit l'entraînement, la nutrition, sur des sujets spécifiques. Ça peut être les vitamines, ça peut être l'alimentation, je dis bêtises, sans gluten, etc. Enfin, c'est quand même, des sujets assez poussés, assez spécifiques. Mais voilà, on a quand même on a différents types de revenus et on a par exemple ce type de revenu passif. Voilà. D'accord. Il y a Aurélie qui demande, avec le contexte actuel, les confinements et les couvre-feux n'ont-ils pas permis d'avoir une hausse de ton activité? Ah, clairement pas. Clairement pas. Clairement pas, et c'est pour ça qu'on est obligé d'adapter. Mais c'est chouette parce que ça remet beaucoup en question sur nos capacités, sur notre volonté à vouloir être vraiment indépendant, en fait, puisque ben, c'est là où vous allez vous rendre compte, c'est dans ce type de situation que vous voyez si vous êtes fait ou pas pour être indépendant, ou si au contraire, non, c'est pas fait pour vous, il y a trop de stress, ça vous convient pas, et c'est tout à fait respectable. Voilà, il y a pas de jugement sur ça. Mais voilà, il y a le métier enfin le métier, être indépendant, c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est vrai que là, dans cette situation aujourd'hui, c'est pas marrant. Moi, je comptais pas forcément dessus, mais bon, on s'adapte et on fait comme ça. On arrive quand même à s'en sortir à la fin du mois, c'est pas le problème. Je compte bien quand même que ça reparte. Et même si ça doit changer au niveau du contexte, de par tout ça, ben, on trouvera, enfin moi personnellement, je sais que je trouverai d'autres solutions, d'autres voies pour m'insérer. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ouais, la voie d'indépendant, ben, ce n'est pas tous les mois j'ai le salaire qui tombe. C'est tous les mois, justement, il faut marner, faut charbonner, il faut trouver des idées, il faut se remettre en question, perpétuellement continuer à évoluer pour faire entrer les sous chaque mois. D'accord. J'ai deux petites questions. Alors, il y a Céline qui doit s'en aller. Il n'y a pas de souci, Céline. Très bonne soirée à vous et bon week-end en famille alors. On va clôturer. Juste une dernière petite question. Est-ce qu'il y a des aspects de ton job qui ne te plaisent pas, que tu fais vraiment à reculons, ou est-ce que tu rencontres des difficultés quelconques dans ton activité? Non, je n'ai pas de difficulté à proprement parler, si ce n'est le contexte actuel, mais je n'ai pas de difficulté à proprement parler parce que je fais vraiment ce qui me plaît. Je fais ce qui me plaît et je ne vais pas me forcer à faire quelque chose qui ne me plaît pas si c'est pour des clients qui me le demandent. Je préfère clairement leur dire, écoute, je ne fais pas ça. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir avec une diète flexible, ça ne m'intéresse clairement pas. Donc, je préfère le régulier vers quelqu'un qui, je sais, le fait, plutôt que de le prendre en charge. Parce que je sais très bien que ce n'est pas un travail sur lequel je vais m'investir. La personne va le sentir. Au final, ça fera deux frustrés. Donc, clairement, je préfère consacrer mon énergie à d'autres personnes, quitte à avoir un client de moins, mais l'énergie que je consacrerai pas à elle, au final, je vais pouvoir la consacrer sur des clients qui sont plus motivés, avec qui je fais un travail qui me plaît. Donc, ça va être principalement sur ça. Donc, après, des difficultés en soi, non, pas spécialement. Des choses qui me frustrent, oui, ça peut arriver, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, avec des personnes qui ne sont pas autant impliquées, motivées que moi. C'est-à-dire que moi, j'adore partager mes connaissances, j'adore donner les clés pour pouvoir progresser. Et clairement, des fois, ça me fait rager de voir qu'il y a certaines personnes qui mettent pas autant d'investissement que moi à suivre, à faire ce que je leur donne, etc., ou à me faire les retours comme il faut. Et c'est là où aussi il faut faire un bon travail sur soi. Alors, moi, j'ai encore du mal à le faire dessus, je me fais taper dessus même des fois, mais c'est tout simplement savoir décrocher des personnes comme ça. C'est-à-dire une personne aujourd'hui, vous voulez à tout prix qu'elle ait les résultats, bon, ben, vous voyez qu'elle ne s'investit pas, il faut savoir décrocher. Il faut savoir dire, ben, elle a eu son programme, elle a eu son plan d'entraînement, son plan alimentaire, elle a payé pour ça à la base. Voilà, si elle ne veut pas s'investir plus, ben, elle a payé pour ce qu'elle a, et voilà, c'est tout. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand on est vraiment investi dans son travail à 100%. Ouais. Mm, mm. Voilà. Bon, bah super. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour terminer qui vous viennent avant de clôturer? Si ce n'est pas indiscret, quel est le type de statut que tu as choisi? Est-ce que tu es passé par des professionnels type comptable, webmaster, ou est-ce que tu as tout fait de A à Z? C'est une très bonne question, ça, Jessica, merci. Ouais, très bien. Non, j'ai le statut classique d'auto-entrepreneur, hein, donc ça prend, je crois que ça prend quoi, trois quarts d'heure, une heure à faire sur Internet, c'est pas compliqué. Par contre, moi, on va dire, j'ai la phobie administrative. Donc, tout ce qui J'y est ai pensé paperasse. quand j'ai évoqué les trucs que t'aimes pas en tant qu'indépendant. Ouais, Indépendant, ils ouais, n'aiment pas ça. non, non, ça, c'est clairement quelque chose
Rien que d'y penser, ça m'érisse le poil. Mais bon, c'est comme tout, il faut s'y mettre. Donc là, jusqu'à présent, en fait, j'avais la chance d'avoir dans mes contacts une comptable. Et en fait, ce qui était plutôt arrangeant, c'est que on avait trouvé un petit arrangement très simple. Alors, je ne conseille vraiment pas de faire ça parce que c'est très problématique d'en sortir après s'il y a des problèmes, etc. Mais voilà, au début, c'était au début justement, j'avais pas trop de sous. J'avais clairement peur de la compta, je voulais consacrer mon temps à autre chose que ça. Donc, j'ai proposé à une de mes premières clientes qui était justement comptable de me faire toute la compta et moi, je lui faisais le suivi gratuit. Donc, ça, je précise bien, c'était au début, j'étais un peu con déjà sur ça. Si c'était à refaire, je ne le ferais pas forcément. Mais c'est vrai qu'au début, je voulais quand même quelqu'un pour me faire correctement la compta, pour éviter de me prendre la tête. Ça m'a quand même pas mal aidé. Donc voilà, aujourd'hui, j'essaie quand même de m'y intéresser un petit peu plus, de me pencher, de me dire que c'est pour moi, que c'est pour faire les choses proprement. Et voilà, parce que c'est pas ce type d'arrangement, c'est pas ça qui va vous faire vivre, clairement. C'est même très dangereux de le faire à terme. Donc, que vous en ayez un petit comme ça, de temps en temps, quelqu'un qui vient chez vous, vous refaire la peinture ou vous faire la cuisine, pourquoi pas. Mais il faut pas que ce soit une généralité, quoi. Ça doit rester très ponctuel. Donc ça c'était pour le statut. Non, après, j'ai pas fait appel si j'ai Webmaster. quelqu'un, webmaster, non, puisqu'en fait, c'est directement mon associé qui avait déjà créé son site avant. Donc, ça, c'était une belle opportunité pour moi parce que je suis arrivé, j'avais un site en fait qui était tout fait. Donc, bon, ça, pour ça, Bien entouré. ouais, ça, ouais, j'en suis vraiment redevable pour ça parce que c'est vrai que c'est une grosse somme à sortir quand vous voulez faire un site internet de qualité. Je précise bien parce qu'un site internet aujourd'hui, vous pouvez en monter gratuitement, mais voilà, ce sera jamais aussi qualitatif qu'un site fait par un webmaster, forcément, mais ça vaut beaucoup d'argent aujourd'hui de faire un site. Donc ça, non, gros avantage pour moi. Par contre, si je fais appel de temps en temps à un ami qui est aussi graphiste pour réaliser quelques visuels, etc. Bon, ça reste du ponctuel, mais c'est essentiellement pour faire des posts sur Instagram ou sur les réseaux du moins, ou à la rigueur, faire des couvertures pour les e-books que je mets en présentation ou me faire de la mise en page. Voilà, ça se limite à ça. D'accord. Et Aurélie voudrait que tu nous donnes les marques des compléments avec lesquels tu travailles. Ça va être compliqué de te les donner, Aurélie, tout simplement parce que je ne travaille pas avec des marques en particulier. Je travaille avec plusieurs marques pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas une marque qui est bien. Dans une marque, tu vas avoir plusieurs produits qui sont de très bonne qualité et clairement, tu as d'autres produits, c'est du bullshit. Donc, je ne peux pas te donner une marque à proprement parler qui est bien. Si par contre, aujourd'hui, tu cherches une marque globalement, que je peux t'aiguiller, de qualité sur tout ce qui va être vitamines, minéraux, etc., ça va être la marque CopMed. Donc, voilà, c'est COMPMED. Euh, donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est aspect, on va dire, santé. Ensuite, si tu recherches aujourd'hui vraiment tout ce qui est complément plus sportif, on va dire pour la récupération, etc., protéines, directement, voilà, la marque avec laquelle je travaille, donc c'est une boutique qui s'appelle Power Nutrition, donc facilement trouvable sur Google. Mais voilà, c'est vraiment une marque avec laquelle je souhaite vraiment continuer à travailler pour la bonne et simple raison on a une philosophie, je dis on parce que j'y travaillais, mais on a une philosophie avec la supplémentation qui est vraiment très humaine dans le sens, c'est pas une entreprise qui est faite pour faire. Bien sûr, ils sont là pour vivre, mais ils sont pas là pour faire un énorme bénéfice sur les compléments. Ils sont là avant tout par passion pour mettre à disposition des clients vraiment des produits de qualité en les aiguillant bien parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit le prof, en fait, je pense qu'il a dit sans le faire exprès, mais voilà, clairement, aujourd'hui, on nous vend de l'adobe en pot, que ce soit en pharmacie ou en grande surface. Et c'est vrai que c'est très compliqué de s'y retrouver sur des compléments de qualité entre tous les labels qui sortent et qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Donc voilà, il n'y a pas forcément de grandes marques sur ça. Ce que je peux à la rigueur te conseiller plus, c'est tout simplement de t'intéresser sur les matières premières, sur les ingrédients de tes compléments. Exemple type, si tu regardes la composition de magnésium, voilà, un complément de magnésium, si à l'étiquette tu vois par exemple de l'oxyde de magnésium, bon, tu peux très bien te douter que c'est un magnésium qui n'est pas de bonne qualité du tout, qui n'est pas recommandable, même s'il n'est pas cher et qu'il y a un joli packaging ou de belles promesses dessus. Par contre, à côté, tu vas avoir le magnésium bisglycinate ou le magnésium citrate, qui, eux, sont des magnésiums un petit peu plus chers, mais qui, généralement, sont bien assimilés et ne font pas d'effets indésirables. Voilà. Donc, et ça, généralement, ce sont des marques qui ne sont pas très connues, qui le font, et ils n'ont pas forcément un gros marketing, puisqu'en fait,
ben, leur financement, la partie financière, ils l'investissent dans la qualité de leurs produits plus que dans le marketing. C'est généralement plus ça qui se passe. Soit les marques mettent tout sur le marketing et moins dans la qualité, ou inversement, tout dans la qualité de leurs produits et du coup, il n'en reste plus beaucoup pour faire la pub. Voilà. Donc, c'est à toi en fait à mener tes recherches. Après, moi, pour ça, il n'y a pas de souci. Si jamais vous avez des questions ou quoi concernant les compléments, vous pouvez très bien me les poser sur les réseaux. Donc, ça, il n'y a pas de souci, j'en reçois. Et je n'hésite pas à dire si c'est bien ou pas bien. Donc, Vous no ferez problème. passer les liens de sa page si vous voulez suivre. Enfin, si vous le trouvez, et c'est Luc Chambrier, j'imagine. Il y a autre chose? Non, c'est mon nom là qu'il y a sur la caméra. C'est Zreal Reprogrammers. Reprogrammer. Ok. Voilà. Je vous le ferai passer au. J'ai un accent pourri. Je vous le ferai passer dans tous les cas. Ok, super. Bon, bah, on va être obligé Voilà. de clôturer, même si nous, on Ouais, aurait ça bien marche. aimé parler avec toi encore longtemps parce que c'est très intéressant. Ben, merci, c'est gentil. Donc, Ben, c'était avec plaisir en tout cas. merci beaucoup à toi et puis très bonne soirée à vous toutes et merci d'avoir participé. C'était fort sympathique. Pareillement, merci beaucoup à vous. Ok, super. Tout le monde dit merci, c'était super sur le chat. Je sais pas si tu Ah, le ok, vois. d'accord. Super. Voilà. Allez, bon. Bon, bah, très Très bon bien. week-end à toutes et à toi, Luc.